un coup de prod. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Je connais le kung-fu. Prouve-le-moi. 4e cadre. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans High Kick, dans tes films préf. Comme d'habitude, je ne fais pas la même introduction. Seb va écouter et va me tirer les oreilles. Mais aujourd'hui, Seb n'est pas avec moi et j'ai un invité exceptionnel. Et je suis très très content de l'avoir. Je vous présente Mister Rebedewab. Comment vas-tu ? Ça va et toi? Merci pour l'invitation et merci pour votre magnifique travail sur votre podcast. Franchement, cette année, c'était pour moi mon podcast number one, sans faire le faux cul. Vous avez fait de l'excellent travail. Écoute, on sent cool. que tous les sujets sont bossés. Il y a de la progression à chaque podcast. C'est de plus en plus pro. Et vous faites du bien. Enfin, il y a beaucoup de podcasts qui m'ont un peu vénère cette année. J'ai un peu fait la gueule au game ciné podcast. Mais alors vous, franchement, les gars, c'est que du bonheur dans les oreilles. Sincèrement. Ah bah c'est cool, tu sais, nous on se prend pas la tête, on parle de notre passion et ça fait du bien aussi de parler de films d'arts martiaux et puis des films qui ont bercé notre enfance aussi. Ouais, mais c'est fait proprement et franchement c'est de plus en plus pro, votre format est nickel et tu sens que c'est chiadé, travaillé, surtout le dernier numéro là, vous avez fait honneur à Life After Fighting. Ouais, qu'est-ce que c'était chambé ça. Putain, c'est un des films de l'année, grosse surprise et c'est bien d'en avoir parlé parce que peu de gens savent malheureusement. Ouais, et puis bon, en plus, il est sorti sur Amazon un peu en catimini. C'est hyper chaud de le trouver sur. Déjà, l'interface d'Amazon n'est pas terrible, mais en plus, c'est hyper chaud de le trouver sur l'interface. Donc, non, franchement, c'est une belle surprise. Mais en attendant de parler de tes 3 films préférés, présente-toi. Qui es-tu, mon cher ? Rebeu des Bois Chronicles, je suis sur internet depuis 2016 avec ma chaîne YouTube. J'avais commencé par des blogs avec des potes sur Facebook à l'époque, on se retrouvait pour parler de séries et de films. Et après je suis parti en aventure solo, comme je t'ai dit, sur ma chaîne YouTube et maintenant ça fait 8 ans déjà que j'officie pour parler de mon amour du cinéma. Je suis un peu dans votre délire, pour ça qu'on se reconnaît un petit peu. Je suis pas là pour me prendre la tête et faire de la vue parce que je pense que je suis un peu trop vieux pour ça. J'ai dépassé la quarantaine, je me rapproche même tout doucement de la cinquantaine d'ici 3 ans, voilà, 47 ans. Et voilà, c'est que du kiff. En fait, je suis en train de rendre un peu tout ce qu'a fait le cinéma pour moi dans la vie, quoi. Moi, ça a été le sport, le ciné et un peu plus loin les femmes. Voilà, c'était ça, quoi, tu vois. Et excellent. Et grâce à cette chaîne, je vais en parler avec amour, avec passion, des fois avec beaucoup d'humour aussi. J'aime bien avoir du recul et charrier un petit peu, mais c'est toujours dans la bonne ambiance, c'est toujours avec du love. Et c'est pour ça que je te dis, votre format, il me parle totalement et j'essaye de rendre hommage à tout ce que ça m'a apporté, que ce soit mon VHS avec ma carte UGC, avec ma petite collection Blu-ray qui est juste derrière là et DVD. Ouais, je vois ça, c'est cool, franchement. Ouais, voilà, c'est que ça. J'essaie de justement donner, remettre un peu l'église au milieu du village par rapport à des vieux films dont on parle plus. J'essaye de parler aussi de cinéma d'action, de cinéma asiatique surtout que j'aime beaucoup, de tout quoi, du cinéma du monde entier. J'ai pas de, il y a pas de thématique principale sur ma chaîne, mais je peux parler d'un gros blockbuster comme un vieux film de merde dont plus personne ne parle comme Torque que j'ai vu récemment au cinéma. Je vais partout, partout parce qu'en fait c'est vrai que cette carte m'a permis de voir un maximum de ciné et pas que du ciné d'action ou du blockbuster. Je me suis vraiment écarté sur plein de thématiques avec du cinéma étranger, cinéma arrêt, c'est indépendant. Jamais j'aurais découvert ça grâce à cette carte quoi. C'est un sacré sésame. Ouais, je suis d'accord avec toi, j'ai aussi cette carte-là, et c'est vrai que quand je vivais à Paris, c'était la folie, quoi. J'allais un peu dans tous les cinémas qui acceptaient cette carte, et voilà, j'ai découvert et redécouvert certains films, certaines pépites, et c'est vrai que c'est vraiment plaisir. Et moi, je t'ai découvert grâce à VHS et Canapé. Tu avais participé à une émission. Et il me semble que tu avais participé à l'émission Émotion et Canapé. Ouais, j'ai tout fait avec eux. J'ai fait C'est alloué près de chez vous, Émotion et Canapé. Des fois, j'intervenais sur le Discord. Ouais. VHS, c'est un peu nos darons, hein, parce qu'ils m'ont beaucoup inspiré par rapport au format et tout. Et j'ai fait une petite rubrique film de l'amour. C'est un peu grâce à eux, tu vois, parce qu'au départ, je voulais partir sur vraiment tous mes coups de cœur DVD.
Et ensuite, je me suis dit non, ça allait pas le faire, donc j'ai parlé un peu plus de films d'actu. Mais après, quand j'ai vu les formats VHC Canapé, qu'on pouvait parler de 3 heures de Jean-Claude Van Damme, où il parlait de Predator et Commando comme si c'était un film sérieux, quoi, tu vois, comme si c'était le dernier film qui venait sortir au cinéma. Et remettre au goût du jour, ça m'a beaucoup inspiré par rapport à ce format-là. Et ils m'ont beaucoup aidé. C'est un peu les darons de tout le monde. Et j'ai eu la chance de faire Émotion et Canapé avec Ron, qui nous manque. Ouais. Ron, tu nous manques, mec. Carrément. Bah, carrément. C'était mortel. C'était avec Drive et le film qu'il avait fait. Lui, C'était je crois pas- qu'il avait fait un t'avais film pas- de Cronenberg. Je me souviens plus lequel. Non, pas Cronenberg, excuse-moi. Il vient de partir, David Lynch. Ouais. Je me rappelle plus lequel, mais c'était génial le film avec. Oh là là. Denis Hopper, mais je me souviens plus du nom. Je suis naze. Bref, gros c'est film. oui, Blue Velvet. Blue Velvet, voilà. Et on avait parlé de ça et c'était une grosse soirée pour moi. Et Émotion et Canapé, ça fait remonter beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup de podcasts comme ça où tu te confies un petit peu et tu parles un peu de ton passé. C'était très très émouvant et j'avais kiffé passer ce moment avec lui. Et je les ai même vus en live. Il m'avait invité parce que Monsieur Rhône de par sa femme est châtelain. Il m'a invité au château, dans un château dans Bourgogne. Et on a fait. Alors, je n'ai pas pu participer au podcast, mais j'ai passé un week-end avec eux qui était très sympa. Je les ai découverts en vrai, quoi, avec Mathieu et toute la bande. Et c'est dommage qu'ils officient plus. Ils nous manquent. Hein. Moi, je passe un message, les gars. Il faut absolument que vous reveniez. On a besoin de vous. Tu vois, il se passe pas mal de merde dans le monde là, que ce soit la guerre et tout ce qu'on nous fait, le Trumpisme et tout. On a besoin de love. Donc VHS Canapé, s'il vous plaît. Jazz et moi, on a besoin de vous, les gars. Faut revenir. Revenez. Mais moi, je me souviens parce que tu avais participé à une émission et tu avais parlé de Rocky. À un moment donné, dans un thème, tu avais parlé de Rocky. Et je me souviens très bien où j'étais. J'étais en train de faire mes courses, j'avais mes écouteurs. Et là, je me suis dit, putain, le mec parle le même langage que moi. C'est-à-dire, je te comprenais entièrement. Et là, je me suis dit, waouh! Et putain, il faut que je découvre ce mec. Et donc, à partir de là, c'est là où j'ai commencé à te suivre sur les réseaux sociaux. Et puis après, sur ta chaîne YouTube et tout ça. Et voilà. Parce que on s'est croisés à Angoulême pour la passion de la BD. Croisés à Angoulême. Ouais, carrément. Ouais. Est-ce que tu as pratiqué ou est-ce que tu pratiques des arts martiaux? Alors, plus maintenant, mais j'ai pratiqué. Moi, j'ai commencé par la boxe anglaise. C'est pas un art martial, mais bon, c'est le noblard. Donc, moi, c'est mon sport de combat préféré. Je suis tombé dedans à cause de mon grand frère, parce que mon grand frère il a boxé très longtemps. Et c'est le premier sport pas cher où on avait accès à ma ville. Donc, en fait, c'était le seul sport du samedi après-midi où on nous ouvrait les portes. C'est très difficile d'aller faire du tennis. Je viens pas d'une famille argentée, donc c'était très difficile. Tous les sports collectifs étaient un peu aussi sectaires. Et le seul sport où on pouvait venir bras ouverts et vraiment, tu vois, la salle de taré façon Rocky 3 où tout est mélangé. Les adultes comme les enfants, tout le monde se tape sur la bouche parce qu'il n'y avait pas beaucoup de pédagogie à l'époque, mais il y avait une ambiance familiale qui était magnifique entre toutes nationalités différentes, des gitans, des italiens, des portugais, espagnols, rebeux, renois. On était tous ensemble. On prenait notre douche ensemble et quand tu étais tout petit avec des énormes renois à côté de toi, c'était impressionnant. Il y avait tout ce rituel de boxeur qui était magnifique avec je sais pas si tu connais les salles de boxe, mais la fameuse odeur de sueur et de crasse de la salle de boxe. Et ça m'a forgé. Et après, je suis parti sur le karaté kobudo. J'ai pas fait long feu parce que je pense que la boxe m'a un peu déformé et je manquais de discipline pour vraiment apprécier ces deux arts martiaux. Parce que c'était. J'ai kiffé, mais je pense que tout le cérémonial kimono et les katas, tout ça, moi je pense que j'étais un petit con et je voulais fracasser et mettre des coups de pied retournés et tout. Et je pense que j'étais pas prêt en fait, j'étais trop petit. Et je regrette d'ailleurs parce que c'est une super école de motricité, le karaté. Je vois tous mes potes qui ont persévé dans le taekwondo karaté, ils ont les accros, ils ont l'écart, ils ont la motricité de fou, ils ont une amplitude articulaire qui est juste magnifique. Moi qui suis d'une coach sportive derrière. Et j'ai refait après, j'ai repoursuivi sur de la boxe anglaise un petit peu. Mais bon, je suis pas allé jusqu'au combat, je suis resté tout le temps en petit gala avec des potes, on faisait des petits matchs, mais parce que je pense que je suis pas assez méchant et que à chaque fois que je mettais un petit knockdown à quelqu'un, ça me faisait mal. Et j'étais pas assez tueur pour aller plus loin. Mais j'avais des qualités, parce que mon frère m'a beaucoup fait boxer à la maison, parce que lui il faisait carrément des combats amateurs. Et on était tout le temps avec des gants à la maison. Dès qu'il y avait un petit coin, on se faisait avec. J'ai deux grands frères, donc ça se fritait. Et je me battais avec deux grands frères qui avaient plus de poids que moi. Donc en fait, je prenais des droites de mecs qui ont 10 kilos de plus que moi. Donc je te raconte pas quand même ma jeunesse, comment elle était difficile. Et ensuite, j'ai poursuivi à la fac parce que j'étais en STAPS. Et pendant 2 ans, il y avait un super coach de BF. Il nous faisait de la BF et de la boxe anglaise. Et on devait valider le semestre avec lui. C'était super sympa. Et justement, la BF, je connaissais pas trop. Donc c'est bien aussi de servir c'est dur. Le pied-point, quand tu as été en anglais, c'est super chaud. Mais très sympa. Un peu de judo.
comme tout le monde, hein, tous passés par le judo aussi, qui est un super sport que, pareil, j'ai découvert sur le tard. J'avais commencé un peu le grappling l'an dernier, mais malheureusement, petite blessure, et je me suis focalisé un peu plus sur la course. Donc, j'ai pas poursuivi, mais le grappling, c'est super, parce que moi, je suis un petit gabarit, hein, je fais partie de la team des moins d'1m65. Et je pense que je suis à l'aise au sol. Donc, en plus, je suis danseur hip-hop, breakdancer, b-boy. Et le grappling, je l'ai découvert récemment. Et c'est pareil, c'est une école de vie aussi. Au-delà du fight et de se friter, moi, j'aime la camaraderie, j'aime la fratrie. Et j'étais dans une salle où il y avait que du niveau, donc je me faisais éclater. Mais bonne ambiance, tu vois. Ça, j'aime bien. Je m'en fous de me faire éclater. Mais quand je me fais éclater par des bons mecs qui le font propre et qui sont pas là pour t'abaisser, ça j'aime beaucoup. Il y a d'autres salles où c'est un peu plus compliqué. Je sais qu'en boxe taille, en kick et tout, je sais que même maintenant les salles des MMA commencent à s'ouvrir. Ça m'attire pas, mais j'aime bien le truc où les gars, il y a un petit rituel, on se retrouve, on est au sol, on est ensemble, peu importe le poids que tu fais, on va tourner ensemble, sans se faire mal, sans se rabaisser. Et ça c'est un truc que j'aimerais poursuivre. Si j'ai la force de refaire un sport de combat, ce sera le grappling, je pense. Ouais, et puis ce que j'aime bien avec les sports de combat, c'est qu'il y a énormément de respect, de valeur. Oui. Et c'est ça qui est plutôt cool. Et c'est vrai que quand tu me parlais de ta salle de boxe, j'ai fait quelques salles de boxe. C'est vrai qu'on ressent cette odeur, ce respect, cette bienveillance aussi. Voilà. Et je dis cette âme de guerrier, mais c'est vrai que en fait, on laisse pas tomber son pote, quoi. Ouais. Et en plus, donc c'est ça tout se passe dans la salle, je te dis. Et moi qui étais un petit enfant turbulent, en fait, quand tu prends des nions, t'es en 6e, 5e, et quand tu te bats pendant 2 heures, tu te bats pas pendant 2 heures, mais t'as tout l'entraînement, la corde à sauter, le shadowboxing, le sac, le foncier, etc. Et après, quand tu mets les gants 2-3 fois, tu tournes avec 2-3 partenaires, même des fois, tu peux le faire avec un adulte. Je te promets, quand tu sors de la salle, t'as plus envie de flamber d'or, quoi. Tu veux plus, tu respectes tout le monde, tu veux rentrer, manger tes pâtes, aller faire un bisou à maman, mais tu veux plus du tout t'embrouiller après. Et justement, je gérais mieux l'agressivité. Dès qu'il y a un mec qui venait me voir et me disait ouais, t'es un FDP, bah ouais, je suis un FDP, je bougeais pas, quoi. Tu vois, c'est la boxe qui m'a appris ça, quoi. Qui m'a appris à pas riposter. Alors tu peux, mais tu le fais pas. Ouais, non, mais c'est ça qui est beau dans le sport de combat, justement. Ouais, carrément. Et d'ailleurs, en parlant de sport de combat, mais quel est ton rapport avec les films d'arts martiaux? Ouais, alors les films d'arts martiaux, moi c'est la VHS, complètement la VHS, parce que quand on a eu notre vidéo club, c'était Laser Vidéo. Josiane, on te fait des gros bisous, elle est encore là, elle est encore des nôtres. Patrick, il a disparu, son ex-mari, mais en tout cas Josiane, gros bisous, et c'était Laser Vidéo, on louait nos cassettes pour 25 francs le week-end. Et je me rappelle une des premières VHS arts martiaux, c'était le chinois de Jackie Chan. Oh, okay. Et c'était de la bombe atomique, hein. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert Jackie Chan. Après, j'ai découvert René Château, Bruce Lee. Et voilà, c'est parti de là. Et après, j'ai pu lâcher, quoi. J'ai pu lâcher. C'est vraiment que c'est un style cinéma qui arrivait beaucoup, qui arrivait longtemps après le western, parce que c'était pas diffusé. Par exemple, moi, je regardais beaucoup La Dernière Séance avec Eddie Mitchell. Ouais. Il n'y avait pas ce genre de film, tu vois. Donc, ça a été vraiment grâce à la VHS que je suis rentré dedans, et je suis rentré par ces films-là. Et après, un peu plus loin, tu connais un peu la trajectoire de tout le monde, HK Vidéo et Canal Plus aussi a beaucoup aidé avec Christophe Gans et Craig Freeman et tout. Ouais, grave. Et après, toute la vague hongkongaise, grâce à la carte UGC, j'ai découvert Johnny To. Et Tsuyark aussi très tard. Tsuyark, c'est un des derniers que j'ai découvert, quoi. J'ai découvert John Woo, Tsuyark, John Woo et Johnny To avant Tsuyark. Alors que c'était lui le boss, en fait, du game, quoi. tout en inversé. Mais bon, après, c'est cool de rattraper ça parce que j'ai découvert Tsuyark avec Tame Tide. Ouais. Et après, voilà, le reste, après toute la. Attends, est-ce que je me trompe? Je crois que c'est après, c'est Hong Bak, Benny Chan, tout ça, enfin toute cette bande là qui arrive, qui sont un peu plus jeunes mais un peu plus vénères, jusque Gareth Evans. Bon, je mets pas Chad Stahelski et tout dans la bande, mais voilà, moi je suis plus pour l'Asie, quoi, même s'ils sont très inspirés. Ça vient de là-bas, il faut respecter là-bas. Ils auraient fait le film là-bas, j'aurais pas dit, tu vois. Gareth Evans, il est parti là-bas, donc on respecte, mais. Ouais, après la bande de Chad Stahelski, de David Leitch, de Daniel Bernard, en fait, c'est la bande de Direct to Video. C'est-à-dire que c'est des mecs qui ont joué ensemble, qui se sont connus sur des tournages comme Bloodsport 2, Bloodsport 3, et qui ils sont devenus potes, et puis maintenant ça pète. C'est-à-dire que maintenant, grâce à John Wick, ils sont connus, quoi. Ah, mais ils ont une belle histoire, hein. Moi j'aime beaucoup. Ouais. Hein. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. Après,
tous les films ne se valent pas, mais en tout cas, j'aime bien Ouais. l'histoire de ces mecs-là qui viennent de la Je suis d'accord cascade, avec qui toi, viennent de ouais. tout ça, et c'est beau, quoi, ce qu'ils ont fait. Et je suis d'accord avec toi pour l'Asie. Moi, je sais que j'ai connu Jackie Chan. Bon, il y avait Police Story, mais c'est surtout Jackie Chan dans le Bronx, quoi. Quand il est sorti, Ouais. c'était une dinguerie, quoi. C'était une dinguerie. Je crois que je l'ai vu au cinéma, celui-ci. Mais c'était Ouais. une dinguerie. Donc, ouais, je comprends. Ouais. Et puis le vidéoclub, ça nous manque. Honnêtement, on a parlé avec Ouais. Doumé. C'est vrai que ça nous manque parce que on a découvert des films et puis on choisissait le film par Ouais. sa jaquette. Enfin, moi, La concrètement, jaquette, la fameuse jaquette, voilà, mec. la fameuse jaquette, la jaquette te vendait du rêve, tu prenais le film, Ouais. tu pouvais être déçu et comme tu pouvais tomber sur une belle surprise, quoi. Mais au moins, voilà, Et c'est important, ça. t'étais concentré, quoi. Ouais. Bah, c'est cool d'aller dans ce genre d'endroit et de palper, de regarder, de lire derrière ce qui se passe et de voir les Ouais. images. Et... Comme moi, je le fais souvent, j'aime pas trop commander, donc je vais souvent dans les Fnac ou Gilbert Joseph. Ouais. Et j'aime bien chiner, regarder, retourner le truc. Pareil pour les comics ou les BD, quoi. J'aime les livres aussi que j'aime beaucoup lire. Donc j'aime bien toucher, moi, le support, il est très important. Ouais, Et pareil, ouais. de tout faire par Internet, ça me saoule et on perd le contact humain qu'il y avait dans ces endroits, quoi. C'est vraiment dommage. Ouais, je suis d'accord. Bon, on va commencer du coup l'émission avec ta sélection. Alors, quel est ton premier film? Alors, le premier film, on va rendre hommage au Master Bruce Lee, parce que j'ai choisi, Ouais. j'ai hésité, parce que je pense que je t'avais proposé Espiel, mais Espiel, il se rapprochait un peu trop du dernier que j'allais faire, donc je me suis dit, on va partir sur vraiment la base, quoi, parce que Bruce Lee, c'est quand même une grosse base pour nous tous. Donc j'ai pris La Fureur du Dragon. Après, le retour du dragon. Big Boss. La fureur de vaincre. La fureur du dragon. Bruce Lee, le seul, l'unique, le vrai, dans La fureur du dragon. La fureur du dragon, le seul film mis en scène par Bruce Lee. La fureur du dragon. Trop bien. Qui est pour moi le plus gros film de Bruce. Et je te dis, je partais mal avec Bruce, hein, j'avais du mal avec lui, parce que moi j'ai commencé par Jackie Chan. Et Jackie Chan, c'est le côté Harold Lloyd, Charlie Chaplin qui me parlait, avec le côté super sympa du gars qui a le smile et qui fait bien sa cascade, et qui, tu sais, qui fait ton sa grimace quand il se prend une droite, tu vois. Il y avait, tu sais, le côté. Parce que j'étais encore enfant, moi, tu vois, quand je regardais ça. Ouais. Et je pense que l'héros qui. En fait, Bruce Lee, pour moi, à l'époque, c'était une icône qui était inhumaine. Et c'est pas mal de mecs comme ça, en fait, qu'on met sur un piédestal et qui deviennent. Parce qu'en fait, comparé à Jackie, Bruce Lee, c'était déjà une icône de pop culture. Ouais, carrément. Tu sais, qui était équivalent de Bob Marley ou de Michael Jackson. Et en fait, quand tu mets trop une personne, en fait, ça le rend pas humain. Je peux pas être pote avec lui, c'est comme Michael, que je kiffe ses sons, tu vois. Mais il y a des artistes qui sont peut-être un peu moins doués que lui, mais j'ai toujours préféré Prince à Michael, par exemple. Et là, quand j'ai commencé ma petite carrière de cinéphilie, bah, je préférais Jackie à Bruce. Parce que s'il me parlait plus, c'était plus mon pote, quoi. Je vais plus me taper avec lui, jouer avec lui et être dans sa team qu'aller voir Bruce, parce que Bruce, en fait, il était indomptable. Tu pouvais pas le tester. Et c'était pareil avec, je sais pas si tu peux comparer, mais Sly et Schwarzy. Sly était plus humain que Schwarzy, tu vois, quand tu vois dans Commando et des autres films. Oui, carrément. Bah, Sly, il s'en prend plein la gueule dans Rocky, il souffre, il a une meuf qui est pas le plus gros des canons de beauté, mais tu peux s'identifier, tu vois. Et directement, j'avais de l'attachement, tu vois. Et Bruce Lee, en fait, j'arrivais pas. En fait, je kiffais voir ce qui se passait dans ces films.
mais c'était trop le héros infaillible que tu pouvais pas tester. Et moi, j'arrivais pas à le kiffer. Et en plus, j'ai commencé dans le désordre. Tu vois, j'avais vu, je me rappelle, ça passait sur la 5, hein, les Bruce Lee que j'ai commencé. Avant de louer, j'avais vu Big Boss. Et après, j'ai basculé directement sur le jeu de la mort. Et tu sais, Big Boss, c'est quand même austère. Hein. C'était pas un film où on rigolait. Hein. Mais c'est un film social, en fait. Hein. Mais c'est Côté compliqué gamin, je comprends pas tout. Là, tu parles de Jackie Chan et Bruce Lee, et je peux comprendre, c'est très compliqué d'appréhender la filmographie de Bruce Lee. Tu vois, un gamin maintenant, je lui conseillerais plus d'aller voir un Jackie Chan. Je lui dirais, bon, voilà, grandis un peu, et après on attaque à Bruce Lee. Quoi. Ouais, Bruce Lee, c'est quand même plus hardcore. Ouais. Donc je t'ai dit, ouais, Big Boss, il n'y a pas de fun du tout, hein, tu vois, c'était vraiment, c'était terrible, en fait, tu vois que c'est une crise, c'est vraiment une crise, le film, une crise sociale, quoi, par rapport à de l'esclavagisme un peu limite, tu vois, et des gens qui sont un peu hagards. Ça se passe en Thaïlande, c'est ça, je crois, Big Boss? Il me semble hein, que ça se passe en Thaïlande, il me semble. Bref, gros problème migratoire, comme d'habitude. Et bon, j'avais du mal à kiffer. En plus, il n'y avait pas vraiment, tu sais, ça se tapait, mais ça se tapait plus en mode manif, et il n'y avait pas des mecs en face de lui qui étaient chauds, quoi, tu vois. Et même lui, son karaté, il n'était pas encore hyper chorégraphié comme on avait après dans les autres films qui vont suivre. Et après, je suis passé sur le jeu de la mort. Le jeu de la mort, pareil, je suis gamin, et déjà, si je vois pas la doublure, je savais pas qu'il était mort, qu'ils ont refait le film, et c'était un film, en fait, le jeu de la mort, c'est moche, parce que en fait, plus tu grandis, en fait, plus tu le revois, plus tu te dis, en fait, on est en train de se foutre de ta gueule, et en fait, t'as que la scène de fin où il est, et la scène de fin, il est exécrable, en fait. Et je trouve que le climax, il le nique parce qu'en fait, il est juste trop fort, quoi. Il est juste trop stylé. C'est un monstre, quoi. C'est un demi-dieu sur la scène de fin. Et il y a personne qui peut le tester. Je sais pas s'il avait déjà le contrat Dwayne Johnson et Vin Diesel où il a pas le droit de perdre un combat, mais c'était limite ça. Et moi, je supporte pas que personne lui passe des droites, quoi. Et il souffre pas, le mec, quoi. Et même Karim Abdul, il arrive à lui mettre 2 pêches, mais c'est fini, quoi. Dès qu'il prend la mesure, il le fracasse. Et il n'existe pas, Karim Abdul-Jabbar. Enfin, et moi, ça m'a horripilé. C'est dommage parce qu'en fait, il est hyper iconisé, ce film. Enfin, la tenue jaune, après, qui a été par Kill Bill, pas mal de. Et après, on connaît la tragique mort douloureuse, etc. C'est hyper difficile. Mais j'ai pas pu kiffer ce film du tout. Même quand j'étais gamin, il y avait un truc et je l'ai revu, hein, je pense que toi aussi, hein, enfin nous tous. Hein, le jeu de la mort. On les saigne, mais celui-là, j'ai pas d'attachement. Après, je suis parti sur Opération Dragon. Alors, un film mieux, mais là, c'est un revenge movie par rapport à ce qui se passe à sa sœur, avec sa sœur au début, qui se fait assassiner. Et, mais déjà mieux foutu, parce qu'il y a des sidekicks qui sont stylés. T'as le mec qui vient de la Blaxploitation, t'as le Kenry qui est avec lui, t'as Bolo Young qui est là. Bolo Young, et t'as Sammo Hung aussi. Sammo Hung, voilà, Jack Chan en plus qui se fait éclater la gueule. Il y a vraiment un truc qui est super beau, mais il est quand même aussi assez antipathique dedans. Il est très froid. Et c'est plus un tueur glacé, tu vois, un tueur de sang-froid plus qu'un mec humain, tu vois. Et après, il y a les deux fureurs qui arrivent, et ça, je vois les deux fureurs. Le premier fureur, c'est pas la joie non plus, hein, parce que c'est l'occupation japonaise. Ouais. Donc on est en plein dedans, sinon, dans le Proche-Orient, avec l'occupation, la colonisation, on nous raconte pas mal de conneries. Et moi, toutes les occupations du monde, peu importe la couleur que c'est, tu sais très bien que ça va partir en cacahuète. Et ce film le montre très bien par plusieurs petits aspects. Même si c'est le côté fun du combat, etc. Mais c'est quand même. C'est pas la joie, quoi. Hein. C'est quand tu regardes La Fureur de vaincre, même quand t'es gamin, il est pas là pour blaguer, Bruce, tu vois. C'était vraiment le mec déter. Il le fait super bien, hein, tu vois. Le regard de bête, et quand la fameuse scène de combat où c'est 1 contre 50 et tout, c'est fantastique pour l'époque. Ça a été repris. Mais c'est stylé de bout en bout. Et c'est cette fin aussi. Rappelle-moi, parce que je suis en train de me mélanger. C'est là où il court en fait sur les armes, c'est ça, pour se faire tuer à la fin, c'est ça, La Fureur de vaincre, hein, si je me trompe pas. Oui, ça c'est La Fureur de vaincre. Ouais. Ça, c'est il fait le coup de pied en l'air et on entend les guns qui partent, et c'est là. Ouais, c'est ça. Donc voilà, fin tragique en plus. C'est quand même des films, comme tu dis, hein, t'as bien raison de pas conseiller ça à des gosses parce que c'est quand même assez dur. Et pour arriver à La Fureur du Dragon, fin tragique. T'as dit quoi ? Fin tragique, mais la scène dont tu parles, l'arrêt sur image, ça va devenir en fait le logo quand t'achètes un Bruce Lee, tu vois, en VHS. Ça sera ce logo-là qui sera mis en place, tu vois. Et là, tu te dis, putain, c'est ouf. Ouais, c'est iconique, quoi. Ouais, légendaire, le Bruce, c'est ouf. C'est complètement ouf. Cette scène est vraiment magnifique avec le recul. Et celui-là où je me retrouve le plus, c'est La Fureur du Dragon. C'est celui-là que j'ai kiffé le plus parce que
t'as un Bruce Lee quand même qui joue plus la comédie. T'as tout un côté rom-com au départ dans Rome qui est vachement, qui est magnifique. T'as pas mal de bons acteurs avec lui. En plus, il fait tout le côté ingénu, trop bien, tu vois. Le mec hyper naïf qui arrive dans une ville qui est complètement paumé, qui arrive dans la civilisation, qui est complètement à côté de ses pompes. J'ai kiffé le. Attends, j'ai pris ma petite note, monsieur. Ouais, vas-y, je t'en me prie. trompe pas de la nana. C'était qui la nana? C'était Nora Miao qui joue avec lui et qui est juste magnifique et qui est pas juste un love interest bidon, tu vois. Elle existe vraiment face à lui, tu vois. Elle s'écrase pas. Caractère et tout ça. Ouais, elle existe et voilà. En fait, j'ai kiffé tout le côté. Il y a toute une première partie dans le film où la comédie elle fonctionne à mort. Le resto où il bouffe toute la carte. Quand il fait la rencontre avec la prostituée, le mec est complètement largué. Ah oui, ouais. Il y avait le côté aussi, tu sais, en fait, il me fait penser à Son Goku, tu vois. Tu sais, c'est le bon pote qui aime la bouffe, qui aime aller s'entraîner avec ses gars, se frapper, etc. Et passer des bons moments, quoi. Tu vois, c'est le dude, quoi. Et je l'avais jamais vu comme ça, Bruce Lee. Et tu vois qu'il peut le faire, tu vois qu'il peut être souriant, qu'il peut être marrant, et tu vois qu'il a une autre palette que le mec hyper vénère qui va tous les défoncer, tu vois. Et là, ça donne ce côté humain où dès qu'il va frapper et défendre les autres, bah là, tu kiffes. Là, tu vois, là, ça paye parce que dès que y a ses potes qui se mettent en place, c'est avec les histoires de restaurants et dès qu'il y a embrouille avec la mafia locale qui arrive et tout pour les défoncer dans la ruelle, et bah là, dès qu'il se lève, y a pas besoin de beaucoup de choses en plus, hein, parce qu'en fait, on voit qu'il est fort tout de suite, c'est avec le premier kick, quand il balance le mec là dans les cartons, tu vois directement qu'il est puissant. Et pareil, quand il est au balcon et avec la fameuse scène où il est en train d'écarter les pecs et tu vois que le mec, il n'y a pas un pet de graisse, il doit avoir un IMC de bâtard. Il est impressionnant. Ouais, grave. Le mec est impressionnant. Tu vois, et pas besoin, ils n'ont pas fait de training montage, ça, on le connaissait, il n'y a pas de problème. Et après, dès qu'il va se taper contre les. C'est lui me le fretin à départ, quoi. Tu vois, quand il les défonce, il s'amuse un petit peu avec eux, quoi. Et pareil, tu vois, le truc avec les poings, quand il arrive avec le mec, quand il craque les poings pour lui mettre un coup de pression, c'est hyper efficace, tu vois, il n'y a pas de. Et le film après prend une autre ampleur dès que ça va recruter, quoi. Dès que le mec c'est mort, il va pas avoir la main mise sur le resto, il va pas les taxer, les dépouiller. Et là il va appeler Chuck et Bobo un autre asiatique dont j'ai oublié le nom, mais voilà, il y a de la recrue et là le film prend un autre enjeu et tu sais qu'il va y avoir de la rivalité et que ça va être chaud pour eux, même pour Bruce. Et ça j'ai aimé parce que il y a de l'adversité et le combat final, enfin il y a un gros combat final. Il est hyper bien amené, quoi. Et même il pète la classe, Chuck Norris dedans avec son style 70s, ça passe à mort, quoi. J'aime bien la petite démonstration dans le bureau là pour montrer qui il est. Et ça va jusqu'au Coliseum avec une sacrée scène mythique. Et en plus, je sais pas si tu l'as vu, je sais pas si tu connais la version uncut, on va dire, parce que moi je l'ai vu en VHS, René Château comme d'hab. Et je suis passé au cinéma. Ils ont repassé sur UGC, ils ont fait une séance spéciale Bruce Lee. Fureur de Vaincre et Fureur du Dragon, et ils ont passé la vraie version où il y a Oncle Wong qui est juste un fils de timpe et qui les a retournés en fait, et Oncle Wong en fait il bute toute la bande, ce qui fait que la fin qu'on voit à la fin dans la version de la 5 ou la version VHS, c'est pas celle-là, parce qu'en fait on comprend pas pourquoi Bruce Lee est si triste, parce qu'en fait tout le monde s'est fait décimer, il reste plus que le mec un peu fort avec des grosses joues et la meuf, mais toute la bande s'est fait défoncer par Oncle Wong qui leur a fait à l'envers. Là tu m'as appris un truc, je ne savais pas du tout. Mais j'étais choqué quand je l'ai vu au cinéma, j'étais sur le cul parce que ça change totalement la fin du film. Ouais. En fait, t'as le combat dans un parc, je crois, c'est un parc ou je sais plus si c'est un terrain vague ou un parc. Bref, ça se tape et Bruce Lee après, hop, il va poursuivre Chuck Norris. Ouais. À partir de ce moment-là, tu vois que l'oncle Wong il se retourne et en fait il bute les autres. Ah putain, d'accord, ok. Et cette version est introuvable nulle part. Les gros bâtards, je sais pas ce qu'ils ont en fait. Je sais pas s'ils ont voulu édulcorer le film, mais en fait, ils ont montré une réalité où t'as tout le temps des Judas, quoi. Tu vois, dans ce genre de truc avec les mafias, tu es facilement retourné par l'argent. En fait, le mec, il a retourné complètement tout son personnel, il les a décimés. Et c'est pour ça qu'à la fin, c'est le mec, je me rappelle la version française, le mec, il dit Bruce Lee ne devra compter que sur lui-même. Il faudra lui sauter beaucoup de chance. Tu vois, c'est hyper triste. La musique est triste, tout est triste. Ils sont dans un cimetière. Et tu te dis, attends, mais qu'est-ce qu'on a? Ils enterrent qui là en fait? Et je savais pas du tout. J'ai toujours posé la question. Alors au début, je me suis dit c'était Maître Wang qui a pris un mauvais coup, mais on n'a jamais su. En fait, en gros, ils ont enterré tout le monde, quoi. Et c'est pour ça que Bruce Lee il part hyper triste à la fin, quoi. D'accord, tu vois, je ne connaissais pas du tout cette. Non, pour moi, en fait, alors oui, je comprenais pas la fin. Je disais, c'était bizarre parce que bon, ils avaient gagné, quoi. Donc, je me disais, parce que moi aussi, c'est voilà.
Parce que moi, je me demandais même s'il n'est pas enterré Chuck Norris, parce que par rapport au combat, tu sais, comme je te dis, Ah oui, avec c'est le quand même de respect, gros tout adversaires ça, les qui se valeurs. respectent. En plus, il y a tout un cérémonial autour, tu sais, le chat, les mecs s'échauffent, tu vois, ils se rendent pas tout le temps dedans. Il n'y a pas de trash talk, tout se fait en silence, tout se fait par le regard et tout. C'est un combat de deux grosses bêtes qui sont au sommet de leur art. Et Bruce Lee veut même pas le buter, quoi. Tu vois, en fait, il pète la nuque parce qu'en fait, l'autre, il veut pas s'arrêter, il veut s'arrêter en mourant, quoi. Il veut mourir Ouais. par le combat, tu vois. Et tu sais, t'as vu, il lui met son kimono sur le visage. Oui, ouais. C'est comme hyper respectueux, tu vois. Il est pas en train de lui cracher sur le corps et tout. C'était pas ça, tu vois. Et moi, je me suis dit au départ, quand j'étais gamin, je me suis dit, il a peut-être enterré Chuck Norris, quoi. Et en fait, non, pas du tout. C'était autre chose. Ouais, putain, c'est fou. Mais c'est fou, tu parles de Furieux Dragon, parce que moi, c'est mon premier Bruce Lee. C'est totalement mon premier Bruce Lee. Je l'ai eu à Noël, et collection VHS, donc René Château. Et pareil, je ne connaissais pas Bruce Lee, je ne savais pas ce que c'était. Mes frères m'en avaient parlé. Et c'est vrai que j'ai trouvé plutôt drôle. C'est-à-dire que en fait, je trouvais que le film était plutôt comique. J'ai saigné la VHS. Et puis en fait, je voyais le film pas que pour Bruce Lee, mais je me disais, il y a Chuck Norris qui joue dedans. Ouais. Et moi, à mon époque, Chuck Norris, c'était Walker. Ouais. Et donc je me disais, waouh, c'est Chuck Norris jeune, impressionnant, on va le voir se battre et tout ça. Et c'est vrai qu'à partir de là, je me suis dit, putain, mais Bruce Lee, c'est un crack, quoi. Et on en parlait avec Seb dernièrement, on se disait, si Bruce Lee avait été encore de ce monde, je pense pas, on pense pas qu'il aurait eu une super carrière. Tu vois, je pense que c'est un gars qui était très, très sûr de lui et autres. Et je pense qu'il aurait cartonné. Je pense que le jeu de la mort aurait tout défoncé au niveau de box-office et tout ça. Parce que voilà, c'est un film, il a mis beaucoup. Voilà, il voulait vraiment que ça soit un super film. Mais je pense que c'est malheureusement un acteur qui aurait fini dans les DTV à un moment donné. Parce que, je sais pas, je pense qu'il aurait été dépassé par la nouvelle génération. Après, est-ce que ça aurait été un vieux sage un peu comme, je sais pas, comme je vois un peu comment a tourné la carrière de Donnie Yen, est-ce qu'il serait parti à la Real? Ah oui, peut-être. Je sais pas. Il y a quand même pas mal de bonnes idées, tu vois. Là, c'est lui qui a fait, qui a pas écrit totalement parce que je pense que c'est retouché la série Warrior, tu vois. Ouais. Il avait quand même pas mal de bonnes idées. Je sais pas du tout. Peut-être que tu as raison sur le côté des TV. Mais peut-être, je sais pas s'il aurait fait un vieux sage. Peut-être qu'il avait... Je sais pas. J'ai pas l'impression. Enfin, j'ai vu ses interviews et tout. Est-ce qu'il avait un gros ego? Est-ce que c'était l'image que voulait donner Tarantino dans Once Upon a Time? Ah oui. Est-ce que le mec, c'est vraiment l'Équateur et l'adaptation et la zénitude? J'en sais rien. Il y a beaucoup de mystère et d'ombre en fait sur ce mec. Ouais, non, c'est sûr, non, c'est clair. Quand tu vois, en fait, la première chose qu'on connaît un peu de Bruce Lee et autres, c'était vraiment, c'était le film Dragon à l'époque qui était sorti. Avec James Scott Lee. Carrément. Et pour le coup, voilà, on apprenait un Bruce Lee qui est, on apprenait à connaître le tempérament de Bruce Lee. Et c'est en voyant les interviews, tu te dis, ah ouais, en fait, le mec, il était à fond arts martiaux, il était à fond discipline et tout ça. Et après, à voir comment il aurait continué. Mais c'est vrai que, voilà, il est mort. Il est décédé avec des super films. Malheureusement, le jeu de la mort, Robert Close, voilà, c'est moche. Voilà, c'est moche. C'est moche de finir comme ça, quoi. Et c'est fou ce que tu dis quand tu dis que en fait, jeu de la mort, t'avais pas fait attention aux cascadeurs et autres, à la doublure. Parce que mon frère a eu la même réaction, et c'est mon frère qui me l'a montré ce film-là. Il m'a dit. Il me disait, putain, le jeu de la mort, c'est un super film. Malheureusement, Bruce Lee joue que 2 minutes, mais tu vas voir, en fait, on n'y voit que du feu et tout ça. Et il me l'a montré. Quand il y a eu les premières éditions DVD. Et alors là, je l'ai regardé, je fais, non mais c'est pas Bruce Lee. Il y a un bout de carton à la place du visage. En plus, ouais. Non, mais ouais, c'est vrai. Mais le Furieux de Dragon, c'est un super film, enfin super sélection, hein. Franchement. Moi, c'est un souvenir pour moi parce que c'est mon premier Bruce Lee, c'est ma première VHS Bruce Lee, donc ouais, ça fait quelque chose, ouais. Ouais, c'est surtout l'enchaînement en fait, c'est la vitesse, tu vois, la vitesse de fight qu'il avait, le feu qu'il avait dans les jambes et tout était bien enchaîné. Les coups, c'était impressionnant et même deux styles différents en plus qui s'affrontent, comme il s'appelle Chuck, qui sont vraiment la puissance du gars avec un autre gabarit en plus, avec la fluidité d'un mec tu sais, qui frappe à 100 à l'heure. Le contraste était trop bien fait pour l'époque. Après le combat comparé à d'autres fights après qui arrivent derrière avec je sais pas JCVD ou Scott Atkins, c'est pas ça, tu vois.
C'est beaucoup plus ramené, c'est beaucoup plus. C'est vrai que ça dure pas. Le combat final ne dure pas très longtemps en fait. Mais Bah, en fait, il y a une musique. Et c'est très intéressant quand tu parles de Jean-Claude Van Damme ou de Scott Adkins. En fait, on a vu une évolution des arts martiaux, Oui. tout simplement. Où Ouais. en fait, au départ, c'était dans les premiers films d'arts martiaux asiatiques, c'était du saccadé, tu vois, c'était vraiment coup par coup. Après, on a eu de la rapidité avec Bruce Lee, on se disait waouh, le mec est hyper rapide. Après, il y a eu Jackie Chan, c'était encore plus rapide. Et maintenant, en fait, on est devenu Van Damme à apporter quelque chose, c'est-à-dire vraiment le high kick, le coup de pied, le ralenti, le double punch et tout ça. Et Scott Adkins, il a apporté la chorégraphie, c'est-à-dire que il a apporté en fait vraiment la gymnastique. C'est des coups en fait qui dans la vraie vie tu les fais pas parce que bon voilà, ça, c'est un peu inutile mais après au niveau de l'image tu te dis waouh, c'est quand même canon. Et c'est vrai que maintenant il y a beaucoup de films d'action qui imitent ce style là, c'est à dire que en fait vraiment où tu as des acrobaties, tu te dis ouais, c'est beau, bon c'est pas très utile mais c'est beau, donc Ouais. Là, c'est vrai que l'acrobatie gratuite, moi, ça m'horripile. J'ai toujours préféré les coups, en fait. J'ai du mal avec l'accro. C'est ça que dans les films dont je te parle, bon, après, l'autre, il est un peu. Le deuxième est n'importe nawak. Mais après, il fallait que je le rende hommage parce qu'il compte beaucoup pour moi. Mais c'est vrai que moi, je préfère vraiment le combat, le fist fight avec les coups de pied s'il faut. Mais c'est vrai que l'accro, là, je regardais le. Bon, après, c'est un peu ridicule parce que je prends Cobra Kai, mais j'aime bien leur taper dessus pour rigoler. Mais ouais. c'est quand tu vois les accros gratuites et. Où tu sais, t'as une accro et tout d'un coup t'as le petit coup en fait que t'as pas vu, mais tu te demandes pourquoi l'autre il tombe, tu te ma gueule ou quoi là. Ouais, non, les gars, mais ouais. Qu'est-ce que vous faites? Je suis mitigé sur Cobra Kai. J'ai pas encore vu la dernière partie. Bah, là, le final est juste horrible, mais bon, je suis. D'accord. Les gens sont masqués par la nostalgie et le petit côté bonbon et doudou, mais c'est vrai que le final il est juste horrible et les combats sont de plus en plus calamiteux. Jusqu'à la saison 3, je trouve que c'était pas mal, je trouve qu'ils faisaient un bel effort. Ah ouais, Et après, je pense qu'ils ont été un peu feignants et je te dis, les accros gratuits, ça arrêtait plus à un moment, quoi. Tu t'amènes. D'où Miguel, il fait des accros, j'ai jamais vu faire d'accros, mais d'où il fait des accros, Miguel, enfin. Et l'autre aussi, elle fait des accros, l'autre. L'autre arrive pas à soulever le pied et tout d'un coup, tu l'as. En fait, même les doublures, elles sont très vulgaires, ça, tu vois, tu les vois. voilà. Je comprends qu'il y a des doublures, hein, tu vas pas demander à des gamins de se taper vénère. Mais c'est trop vulgaire, on les voit trop, tu vois. On les voit trop et après, t'as les deux pépés, c'est juste pas possible, enfin, j'espère vieillir mieux qu'eux parce qu'il y a plus rien qui se soulève, quoi. Bah, Ralph Macchio, c'est chaud. Bah, déjà, j'ai jamais été un combattant. Comme il s'appelle, Billy. Il est un peu plus. Billy Zabka, il est un peu plus athlétique. Il est un peu plus athlétique, même ça se voit dans le premier Karate Kid quand même. Tu sais, il faisait des kick-ups, il arrive à se relever et tout. Mais l'autre, tu vois très bien que c'est pas du tout un mec d'action, quoi. C'est pas un actionneur, le Ralph Macchio, le pauvre. En fait, si, c'est tombé sur la gueule, il a eu un coup de chatte. Mais il était pas fait du tout pour ce délire, quoi. Imagine, t'aurais vu un Karate Kid avec Tom Cruise d'époque. Bah, ça aurait été plus vénère, quoi, tu vois. Non, mais il est tombé sur la gueule, il avait la bonne tête de l'emploi, ils l'ont pris, mais je pense qu'il y avait quand même beaucoup plus athlétique à prendre. Mais bon. Ouais, surtout dans Karate Kid 3 où en fait il fait un kata pour gagner. Voilà. C'est vraiment, il se bat pas, il donne aucun coup dans le 3. Non, ouais, mais tu vois des trucs comme ça, le tourbourin magique aussi du 2 là. Ah oui, ouais. Et encore, punaise, je trouve dans le 2, il se bat un peu plus, tu vois. C'est ça que j'avais trouvé cool dans le 2. Je me suis dit, ah bah ouais, il se défend un peu plus. Dans le 3, il donne aucun coup. Il se fait maltraiter. Mais en fait, Karate Kid, ça a toujours été les méchants les plus cool, hein, tu vois. Oui. Ça a toujours été les méchants les plus stylés, hein, tu vois. Lui, en fait, à part Miyagi, en fait, il n'y a rien, quoi. S'il n'y a pas Miyagi à côté de lui, c'est une tête à baffe, quoi. Jusqu'à la fin, quoi. Il pleure à chaque fois. Il se dit, oh, même jusqu'à la l'antépénultième épisode, il chiale jusqu'au bout, quoi. Jusqu'au bout. À un moment, t'as envie de lui mettre des baffes, quoi. C'est le pire personnage de cette série et de toute cette saga, quoi. Est-ce que tu as des choses à ajouter sur La Fureur du Dragon? Bah non, nickel. Hein. Je sais pas si les gens qui existent encore de notre âge qui n'ont pas vu La Fureur du Dragon, mais à remater ou à le découvrir. Parce que les deux Fureurs sont juste splendides, hein, les deux. Hein. Je conseille les deux. On va commencer tranquillement par la Fureur de vaincre, histoire d'être bien triste. Et après, vous vous mettez bien avec La Fureur du Dragon. Voilà. Ouais, et puis bon, c'est un des derniers films, on va dire, où c'est pour moi, parce que Opération Dragon, en fait, c'est pas vraiment un Bruce Lee. Moi, j'ai l'impression que Opération Dragon, il est plus second rôle. C'est plus un film où le héros est John Saxon. Voilà, c'est ça qui est un peu. Ouais, c'est pas faux. Où tu vois, on est vraiment, on lorne du côté de James Bond. Ils ont trouvé un mec qui ressemblait un peu à Sean Connery.
C'est vrai ça. Je l'avais pas vu comme ça. On lui a mis une petite moumoute et puis c'est parti. Et alors il sait pas se battre le mec quoi. Ouais, grave. Et il a un petit charisme de l'époque quoi. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Ouais, il a un petit charisme de l'époque. Ouais. Et Bruce Lee est plus. Malheureusement, en fait, Bruce Lee, j'ai l'impression, c'est plus. Alors, sans vraiment le reprendre, mais tu vois, dans le Frelon Vert, tu vois, c'est plus le second rôle. Voilà, qui fait les arts martiaux et tout ça. Et Fureur du Dragon, c'est peut-être. C'est son dernier vraiment film où il est le héros de l'histoire. Et, dommage. Ton second film. Nous passons au second film, monsieur, qui est Jack Burton dans les griffes du Mandarin. Après, c'est plus qu'un film, comment dire, c'est plus qu'un film d'arts martiaux parce que bon, il y a des arts martiaux dedans, mais c'est un peu tout. C'est vraiment la rencontre de plusieurs styles. Et John Carpenter, mon gars, c'est juste obligé, c'est un passage obligé par rapport à tous les gars de la VHS. Parce que moi j'ai découvert, moi j'ai eu la chance de découvrir John Carpenter au cinéma parce que Jack Burton, je l'ai vu au cinéma. C'est mon premier film en VO que j'ai vu et c'était. Alors je peux pas je commence à vieillir, hein, je sais pas c'est quel été, c'était je crois l'été 86 ou 87, je peux pas te le dire, mais c'est dans ces eaux-là. Tout gamin avec mon grand frangin qui m'a ramené voir ce film à l'affiche parce que lui en fait John Carpenter à l'époque était une rumeur, tu vois, il y avait pas encore tous les magazines, il y avait pas Mad Movies, il y avait pas Impact, on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent, tu vois, pour avoir l'info. Et l'affiche était splendide. On est arrivé sur les champs, je crois que c'était l'UGC qui était au milieu des champs, je crois que c'était l'UGC Normandie à l'époque. Ouais. Et on est rentré, tu sais, c'est l'époque où tu devais avoir les 40 francs pour aller au ciné. Ouais. C'était très cher à l'époque, 40 francs. Donc il fallait économiser. C'était la grosse sortie des trois frangins. Et il m'a foutu dedans, quoi. Il m'a foutu dedans dans la plus grande surprise de ma vie avec Une nuit en enfer. C'est le film, en fait, tu sais pas ce qui va se passer dedans. Ouais. On voit juste Kurt Russell qui a les gros bras. Et tu sais, c'est le film des années 80. Nous, c'est tout simple. Hein. On voit un mec baraqué, l'affiche, avec une position un peu action. Et ben on y va, quoi. Tu vois, on est content. On s'en fout de qui fait quoi. On veut un mec avec le Marcel et les épaules larges et on sait qu'on est bien, tu vois. Et en fait, on voyait Kurt Russell, mais on voyait pas ce qui se passait derrière. On savait pas qu'en fait, Kurt Russell, c'était juste une grosse merde dedans. On n'était pas au courant. C'est ça, ouais. Et dès que ça part, en fait, avec cette fameuse scène qui part de l'aéroport, qui se poursuit dans la ruelle, et on fait la rencontre, en fait, avec le fantastique, bah, c'est qu'on se claque. Hein. C'est la même impression que j'ai eue quand George Clooney et Tarantino rentrent dans Kitty Twister. Tu sais pas du tout. Moi, j'ai vu à la fête du cinéma. Je savais pas du tout que c'était un film de vampire, et boum, je te le prends dans la gueule, et toute la salle se retourne, et bah moi c'était ça et mes frères, parce que la salle était pas remplie, parce que c'était pas un film qui a fait du succès, personne ne connaissait l'histoire, et on n'était pas beaucoup dedans, mais quand j'ai vu ce truc là, j'ai dit, mais attends, mais où je suis quoi, je savais pas du tout, parce que c'est une des premières rencontres avec le cinéma asiatique, parce que c'est vraiment, il s'est inspiré de tout ce qu'a fait Tsuyark, Zou la montagne magique, Histoire d'un fantôme chinois, tu vois, toutes ces références. Moi j'ai commencé par là pour aller voir après ce qui a été fait avant, tu vois. Et ce mec-là, en fait, c'est un passeur de culture, Carpenter. Parce qu'il a lorgné du côté du cinéma d'horreur, du cinéma de science-fiction, de la science-fiction d'anticipation, le western, parce que c'est un mec quand même qui vient de tout ça, du western d'époque des années 70. Et il a mis tous ces petits ingrédients de Jack Burton, parce que c'est un vrai film de duel. Enfin, juste quand tu vois la scène où t'as le mec en Kim. Il y a des grosses balles comme ça qui façon armée mexicaine, il a des gros colts, tu te dis mais c'est quoi ce truc de fou quoi. Et en fait c'est tellement fou, ça aurait pu être une pure série Z, mais ça en fait un chef-d'œuvre parce que tout se marie bien en fait. Et le mec c'est un as en fait au niveau de la mise en scène et de l'ambiance aussi, parce que John Carpenter c'est une ambiance. C'est quand t'as Jack Burton qui débarque avec son camion, quand tu vois les docks, quand tu vois l'humidité de San Francisco, quand tu vois Chinatown, quand tu vois. Et t'as l'impression de sentir cette odeur d'humidité, ce microclimat qu'il y a à San Francisco, t'as l'impression de le ressentir aussi. Et voilà, tout le décor, il se sert du décor comme un personnage, la fumée, justement comment préparer une guerre, quoi, tu vois. Ça, je kiffe, tu vois. Quand ils arrivent dans la ruelle avec le petit rituel, avec l'embrouille des gangs, c'est fabuleux. Enfin, je sais pas si tu te rappelles de cette scène où ça part de l'aéroport, moi, c'est ça qui m'a mis ma grosse baffe. Ça part tranquille, les mecs ils vont chercher la nana de Wong. Oui, c'est ça, ouais. Et ils arrivent, ils sont beaux avec les Seigneurs de la Mort, qui sont hyper stylés. Déjà les Seigneurs de la Mort, pour moi j'ai dit le style, les lunettes, ça prend que j'ai un gang qui était pas latino ou black, c'était un gang chinois, tu vois. Et ils étaient hyper stylés, ils avaient une gova qui était hyper stylée, la petite musique bon sang synthé hyper stylée. Et déjà tu sais que le mec il filme super bien l'action parce que en fait tu vois pas ça quand t'es gamin, t'arrives pas à voir tous ces détails, mais juste quand Kurt Russell il va se rentrer dedans par la voiture, tu sais la vitesse. Tu vois. Juste la vitesse, parce que ça part en course-poursuite, et ça arrive dans Chinatown, il fait rentrer le camtar, je sais pas comment, dans une petite ruelle,
Et là, t'as le petit rituel où ils sont en train de rendre hommage, etc. Mais sauf qu'il y a encore plus gros gang que les Seigneurs de la Mort. Il y a des mecs qui arrivent de Chine et qui sont juste déter à faire une guerre civile en plein de Chinatown, tu vois. Et j'aime bien parce que les Chinois, c'est un peu comme les Chinois du 13e. Ils ont plein d'embrouilles, mais c'est entre eux. Tu sais pas ce qui se passe. On a dit à chaque fois, les mecs du 13e, va pas les embrouiller parce qu'en fait, c'est entre eux. Ils sont discrets, ils feront jamais chier, ils ont pas de problème avec les keufs, mais ça se passe entre eux. Et ben là, en fait, là, c'est pareil. En fait, là, les gars, c'est entre eux. Et en plus, ils ont bâti un empire en dessous de Chinatown, tu vois. En dessous de Chinatown, il y a une ville, en fait, qui est un truc de malade, qui est juste un truc de malade. Et cette scène où ça se frappe, et ça part de coups de gun. Et une fois qu'il n'y a plus les coups de gun, en fait, t'as Wong qui fait les commentaires à Jack parce que lui, il est perdu, il sait pas ce qui se passe. Et nous, on a un peu les yeux de Jack, hein. Le mec découvre totalement ce que c'est que l'Asie, quoi, l'Orient, quoi. Le mec lui raconte tout, etc., les rites, pourquoi ils font ça. Et à un moment, il fait attention, ils rechargent les accus et ils vont passer à l'attaque. Et lui, il est complètement perdu. Et moi aussi, je suis comme ça. C'est quoi passer à l'attaque? Et là, et tu te dis, en fait, moi, j'avais jamais vu de scène où les gars se battent façon Braveheart, où il y a deux bandes qui se rentrent dedans. Tu vois, c'est cet impact où il y a quand même, allez, on va dire 20 personnes là, et bam, ça se frite, mais vénère, et ça s'arrête pas. Parce que après, ça part en arme blanche, ça part en kick. Il y a des coups de chasse dans tous les sens et la vitesse d'exécution, les impacts. Moi, j'ai toujours kiffé les trucs où j'ai commencé avec Rocky, avec les grosses droites de Rocky à Apollo, tu vois. C'était un peu mytho. Mais là, c'est un peu plus réaliste où les mecs, quand ils punch, il n'y a pas le gros truc où ça claque, tu vois. Même dans il n'y a pas la porte de voiture. Voilà. Il y a de la pure violence, tu vois, qui se rapproche un peu de notre violence si on met une pêche à un mec, tu vois. Et là, c'était pareil, justement, ça me faisait flipper en même temps, quoi, tu vois. Et les mecs, ça se frite. Et t'as ce putain d'Ali Wong, je sais pas si tu te rappelles de cet acteur avec cette gueule là, qui joue dans Die Hard, c'est qu'elle a le bouc et les cheveux longs. Ce mec, il a juste une gueule, hein. Il a pas besoin de parler, le gars. Il est juste flippant, il prend un schlass, il prend un con d'arrêt, schlac. À un moment, il y a un mec qui lui met une pêche, il se coince dans un mur, mais il repart derrière, il va kicker un mec dans une fenêtre, ça arrête pas, tu vois. Et ça part dans tous les sens jusqu'à qu'il y ait les trois trompes qui arrivent, qui sont juste des demi-dieux, qui débarquent de nulle part et qui ont des super pouvoirs. Et là, t'es en mode chevalier Zodiac, mais t'en peux plus, quoi. C'est un truc de fou, ça s'arrête jamais, quoi. Et dès que je vois ça, je me dis, mais c'est un truc, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais choqué. Après, jusqu'à qu'on voit Lopan, qui est un sorcier maléfique. Le mec, il se fait traverser par le camtar, il se réveille derrière. Il y a des rayons laser qui sortent de ses yeux. Mais c'est cette scène, je peux la mater à vie, quoi. Et ce film aussi, pareil. Après, le film, il est tellement fluide. Dès que ça part dans les sous-sols, dès que, tu sais, il y a tout le mystère oriental. Tu vois un peu les ambitions de Lopan. T'as aussi le sorcier Ekchen qui va les aider. Et jusqu'à la bataille finale où les mecs ils vont se booster à mort où voilà, avant Matrix il va faire combattre dans les airs deux personnes. Jamais de ma vie j'aurais pensé voir ça à part dans un dessin animé, quoi. Je sais même pas à l'époque si mon dessin animé je l'avais vu, tu vois. Parce que moi que je te parle de Senseiya, mais je crois que c'était une Senseiya, je l'ai vu derrière. En fait, j'ai jamais vu ça de ma vie, c'était juste impressionnant, quoi. Et ce que j'ai aimé aussi, c'était aussi tu sais, t'as quand même une grosse surprise parce que comme je t'ai dit, moi j'ai vu Kurt Russell hyper balèze sur l'affiche, mais en fait c'est juste une grosse merde. C'est juste l'anti-héros par excellence, parce qu'en fait il est nul. C'est pas l'anti-héros genre hyper vénère, c'est il est lâche, qui est nul. Ouais, tu vois, c'est un peu le Jack Sparrow, le Peter Quill d'avant époque. Il avait tout compris, lui. Et en fait, justement, le film a floppé à cause de ça, parce que le héros en fait c'est Wong Chen. Et le mec gère en fait, parce que lui c'est se taper, il connaît un peu les codes. Et même qu'après qu'on lui a augmenté, tu vois que en fait la potion lui fait vraiment effet pour se taper, pour être à niveau avec les demi-dieux, avec les trois trompes, tu vois. Et en fait, Jack, en fait, il a juste sa grande gueule. Et en fait, ça le rend attachant parce qu'il est hyper maladroit, il est super rigolo, mais c'est un beauf total. Et il a ses putains de réflexes. Je sais pas si tu vois, à un moment, quand l'autre lui balance le couteau, s'il le récupère, il lui balance dans la tête. Ouais. En fait, depuis le début, ça nous est présenté comme ça. Parce que même à un moment, quand il joue, il fait quand je te coupe la bouteille, en fait, il la rattrape d'un coup. Il sait faire que ça, en fait. Et c'est vraiment le mec qui traverse le film sans que personne le connaisse. Parce qu'en fait, il répète beaucoup son nom. Je sais pas si tu te rappelles de cette phrase. Il dit Jack Burton dit toujours. Et les mecs, ils font mais. Qui? Il fait Jack Burton, moi. Parce qu'en fait, il doit tous se représenter. Parce que tout le monde s'en fout de lui. Tout le monde sait que c'est l'occidental qui a rien à faire dans l'embrouille. Et lui, il y va parce qu'il est quand même assez courageux. En plus, c'est quand même c'est un film aussi de bromance, c'est un buddy movie. Parce qu'il va pas lâcher son topo jusqu'au bout, tu vois. C'est ça qui m'a. Voilà, c'est juste magnifique. Et voilà, et Carpenter, c'est dommage qu'il a pas continué à faire ce genre de film. Parce que je pense qu'il va quand même pu faire une petite saga de Jack Burton. Parce que les personnages étaient tellement canons et il filme tellement bien l'action. Parce que c'est rare de voir un cinéaste américain qui arrivait à comprendre en fait le délire justement hongkongais et de le ramener un peu à leur niveau. Parce que moi, ce que j'ai kiffé, je te dis, les impacts au niveau de la frappe, les enchaînements et la bande son, mais pas que la musique, tu vois, juste les souffles, les éclairs, à un moment, il y a toute une scène où moi je kiffe en fait entendre plus la musique et plus les mouvements de corps où il y a Wong Chen qui fait plein de flips comme ça, le mec le poursuit, il met plein de coups en même temps, avec les cris en plus, ça défonce, quoi. Bon, après, c'est quand même une légende de la VHS.
vive la VHS, parce que ce film, il a grandi avec la VHS, et je pense que tout le monde l'a vu en VHS. Il a cartonné avec la VHS. Hein. Ouais. Il a cartonné, tout le monde l'a découvert comme ça. Ouais. Mais après, c'est vrai que Tim Burton, j'avais vu une interview, j'avais lu une interview de John Carpenter via le coffret DVD Ghost of Mars. Il y avait un bouquin qui s'appelait John Carpenter par John Carpenter. Et donc, il racontait que, il s'attendait pas au bid de Jack Burton, parce qu'il avait enchaîné pas mal de succès, il avait été auréolé par New York 97, et il se disait, Jack Burton, ça va cartonner. En plus, Kurt Russell qui commençait petit à petit à devenir une resta, et en fait, gros bid, et grosse remise en question, surtout que... Ouais, ça lui a mis un gros coup dans la gueule. Ouais, surtout qu'en fait, il avait prévu de faire une suite, parce que le film s'arrête sur un sorte de cliffhanger avec le monstre qui voilà. Et alors il y a la suite en comics d'ailleurs. Il y a la suite en comics, voilà, c'est ce que j'allais te dire. Ouais, il y a la suite en comics. Et moi, alors personnellement, j'ai découvert ce film-là grâce à mes frères. Écoute, les DVD venaient juste de sortir, c'est-à-dire que ça arrivait, et je me rappelle mon frère qui va à Virgin et qui demande quand est-ce qu'est dispo Jack Burton avec Griffe du Mandarin. Et t'as le vendeur de Virgin qui le regarde en disant mais qu'est-ce que c'est que ce film? Et il fait, non, mais a priori il est dispo, c'est un double DVD collector, je voudrais savoir quand est-ce qu'il sortait. Et le mec lui dit je crois qu'il sort en septembre. Et en fait, mes frères ont acheté Day One le film, quoi. Et ils m'ont dit, franchement, c'est une tuerie. Et John Carpenter, moi j'avais vu New York 97 et Los Angeles 2013. Et déjà, j'avais dit, waouh, c'est vraiment canon. Et il m'avait montré, pour le coup, Jack Burton. Et là, je me suis dit, mais c'est génial ce film. Déjà, la bande-son, elle est incroyable. Mais le fait que, en fait, Kurt Russell soit pas le héros, je trouve ça mais génial. Mais c'est tellement brillant. Tellement brillant. Bien et sûr. On ferait plus des trucs comme ça maintenant. Je pense que le problème, c'est que ce mec-là, c'est un iconoclaste, il avait trop d'avance, tu vois. Ce film, il serait arrivé plus tard, il aurait cartonné, parce que derrière, on a eu, je sais pas si tu te rappelles toute la vague, le post-Matrix, de Romeo Must Die, tous ces films-là. Même quand tu prends Rush Hour, hein, tu vois. Grave. Il y a plein de films comme ça, tu sais, qui fonctionnent, alors que en fait, Jack Burton les a tous inspirés de loin, et ça a inspiré carrément la pop culture, parce que je pense que ça a même inspiré Mortal Kombat, par exemple, avec les personnages. Oui, totalement, carrément. Et tu vois, c'est un vrai métissage de folie qui fonctionne à tous les niveaux. Et c'est rare justement qu'un cinéaste a tout capté et a réussi à mettre tout à la même échelle. Et les gens se rendent pas compte en fait du génie de ce film, et tout le monde il y en a beaucoup qui le critiquent à mauvaise raison, disant que c'est un nanar, mais alors que c'est juste un film prodigieux. Hein, c'est pas tout le monde qui arrive à faire ce genre de pirouette. Et de le faire sérieusement, tu sais, de le faire un peu, c'est fun parce que c'est une aventure, ça reste de la comédie, c'est une super comédie d'action. Il y a plein d'inspirations et tout, mais c'est pas fait de manière cynique comme l'aurait fait par exemple un Tarantino, tu vois. Je prends un autre cinéaste qui l'aurait fait juste, je sais pas, j'ai flippé à un moment, heureusement que c'est pas arrivé, Dieu est grand. Il y avait une rumeur remake avec The Rock, ça me faisait flipper. Heureusement que ça n'a pas été touché. Exact, c'est quand The Rock a commencé à devenir hyper bankable, il lui avait proposé ce rôle-là, et là je m'étais dit non, faut pas. Non, en plus c'est bien que ce soit arrêté là, parce qu'il y avait une vraie essence. C'est comme tous ces films-là qui sont cultes de notre jeunesse, Back to the Future et tout. Tu touches pas, parce que en fait, le premier il peut se remater maintenant. Après les CGI peut-être qu'ils ont un petit peu vieilli, c'est pas trop grave. Mais déjà pour l'époque, quand tu vois le mec qui traverse les murs, t'as l'autre qui gonfle et qui explose, t'as l'autre qui descend la rampe avec de l'électricité, c'est de la créativité. Lui et son équipe, c'est un truc de fou. Le son commercial, avec les escalators et avec la bouche du dragon qui s'ouvre, et après avec les hologrammes qui se tapent, c'est abusé. Franchement, c'est une ingéniosité et inventivité de fou dans ce film-là. Je sais pas. Il faut pharmacie tout le monde. Les mecs qui ont fait les décors, le chef-op, c'est une équipe de malades. L'équipe de Carpenter, je sais pas qui c'était à l'époque, parce que maintenant on les met un peu plus en avant. On essaie de creuser un peu, ils sont un peu plus mis en avant et tout, mais c'est d'avoir fait un truc pareil et qui est complètement crédible, et tu y crois en fait, tu crois à cet univers. Tu te dis mais putain, en dessous de Chinatown en fait ça se passe comme ça, quoi. Il y a des créatures, il y a des légendes, il y a toute une mythologie qu'on voit pas, tu vois, et ça fait travailler l'imaginaire comme jamais. Mais c'est fou parce que c'est là que tu vois, on prend conscience de pas mal de choses. Nous on aime bien John Carpenter, mais c'est vrai que la nouvelle génération et tout ça, John Carpenter, qui sait, voilà, il fait plus de films et autres, et c'est vrai qu'il est un peu mis de côté. Mais quand tu vois toute sa filmographie,
tu te dis, non mais le mec il est brillant. C'est-à-dire qu'il a touché, c'est un touche à tout. Même un film de commande tel que l'incroyable histoire de l'homme invisible, tu te dis, putain mais c'est brillant quoi d'avoir fait un film comme ça, tu vois, c'est une comédie. En plus il y a Chevy Chase, tu te dis bon, mais c'est gaufré et tu te dis mais le mec il était en avance sur son temps. Même Ghost of Mars, on l'aime ou pas, mais il est en avance sur son temps, tu vois. C'est vraiment le film, c'est un décor de cinéma quoi. Il fait un film comme ça. Tu te dis. Mais c'est mortel, c'est mortel. Franchement, moi Ghost of Mars, je l'ai vu. C'était le début de ma carte UGC, je m'en souviens. Et moi, en fait, ce mec-là, où je reconnais pas, il y a plus beaucoup de cinéastes qui arrivent à te mettre une ambiance. Quand tu vas voir un film de Carpenter, tu dis c'est un film de Carpenter. Quand tu regardes Vampire, quand tu regardes, je sais pas, L'Antre de la folie, Prince of Darkness, je sais plus. Ouais. Quand tu vois tous ces films-là, il y a une ambiance Carpenter. Halloween, il y a une ambiance Carpenter. Christine, il y a une ambiance Carpenter. Il y a très peu de cinéastes qui arrivent à te rendre cette touch où tu dis ah, t'es chez lui là. Là, t'es dans son territoire. Il y en a très peu maintenant qui arrivent justement à tiens, peut-être le prochain où il arrive à nous parler au niveau de son image, mais lui, il a vraiment cette touch où il a tellement inspiré d'autres cinéastes aussi. Et voilà, c'est vraiment dommage qu'il ait fini comme ça, un petit peu aigri dans son coin. Parce qu'il aurait pu apporter beaucoup plus de choses. Après, mais bon, j'aime bien ces punchlines. Il insulte les journalistes. Ça me fait rigoler. Mais je sais pas si tu avais lu l'interview Mad Movies pour la sortie de Halloween, donc le reboot, mais 2018, où en fait, t'as les réalisateurs, enfin le réalisateur qui essaye d'encourager son projet et de le vendre. T'as Jimmy Curtis aussi, et t'as John Carpenter qui dit non mais moi en fait j'ai donné l'autorisation parce que en fait on m'a donné de l'argent quoi. Tu dis brillant. Le mec moi il est honnête. Non mais c'est un mec, c'est un franc-tireur quoi. C'est un franc-tireur. Je pense que c'est un gars justement. Il a perdu parce que je pense qu'il a pas joué les jeux de Hollywood, mais en tout cas c'est un mec qui se lève le matin, il peut se regarder dans une glace quoi. Il peut avoir le mort, mais en tout cas le mec il a jamais cédé à la tentation d'être un yes man ou d'être un grand cinéaste qui fait une commande quoi. Je pense que lui c'est son film, c'est son histoire et on le remercie pour ça hein, même s'il a pas fait 1 milliard, peut-être quoi, une vingtaine de films Carpenter, je sais plus. Au moins tous ces films sont marquants, tu vois. Je me suis dit Ghost of Mars qui vaut pas New York 97, mais pour moi c'est un super film, je peux le regarder tout le temps. C'est mortel. Moi ces héros là avec des machines à punchline comme ça, je me rappelle tout le temps. J'arrive à te ressortir des phrases comme ça, tu vois, sans y réfléchir parce que ça te marque quoi. En fait, ce qui est fou dans sa filmographie, quand tu regardes sa filmographie, tu te dis mais c'est dingue. Pour chaque film, tu as une scène culte. T'as une scène où tu te dis ah ouais putain ça c'est ce film là. Et même tu vois Los Angeles 2013 il est skillé mais tu te dis ok il y a cette scène là elle est quand même chambée et c'est vraiment c'est vraiment impressionnant ce qu'il a réussi à faire. Après bon il est parti sur après Ghost of Mars il a refait The Worm, j'ai pas très bien aimé. Je sais pas pourquoi il a fait ce film là mais bon voilà un direct ou vidéo mais pour moi le Ghost of Mars bon voilà ça a été un bide, il s'en est jamais véritablement remis. Pour autant, voilà, quand tu vois sa carrière, tu te dis ouais, mais remarque, il s'est arrêté au bon moment parce que quand tu vois certains réalisateurs qui continuent jusqu'à 80 ans et qui font des bides et autres, tu vois, des Francis Ford Coppola et tout ça, tu te dis bon, les mecs, les pads, il faut y aller là maintenant. À mon gars, faut s'arrêter. Ouais. C'est vrai que c'était hyper gênant le dernier Coppola là. C'était... Ah oui, c'est. J'étais gêné. J'ai pas critiqué, je l'ai pas insulté et tout, mais c'était gênant. Non, c'était hyper. Qu'est-ce qu'il veut raconter, monsieur? Tu vois, et j'ai pas réussi à sauver quoi. En fait, moi, je l'ai vu un peu comme une comédie le dernier. C'est rigolo. Non, mais c'est c'est ça. Voilà. C'est vraiment. Faut juste ton rire, quoi. C'est ça. À tous ceux qui l'écoutent. C'est une planète pleine de surprises que celle sur laquelle on vit. Et je peux vous dire qu'il faudrait être complètement fou pour croire sérieusement qu'on est seul dans cet univers. Il y a un monde caché dans lequel d'antiques démons tissent un drame moderne. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe? C'est la magie, la plus noire des magies. C'est la guerre à Chinatown. Nous finirons par remettre notre ordre dans leur chaos. Au royaume des mandarins, de gros ennuis attendent Jack Burton. Qui? Jack Burton. Moi. Oh, Jack! Jack! Ils veulent tous l'envoyer en enfer. Tu fais un seul petit geste. Et il y va tout droit.
Que quelqu'un, n'importe qui, veuille bien me dire de quoi il retourne. Jack, comment on va s'en tirer? J'en ai aucune idée. Il y a bien des mystères et bien des questions qui demeurent sans réponse, même dans une vie aussi courte que la vôtre. Mon destin n'est plus qu'entre tes mains maintenant. Je sais, je ferai de mon mieux. Oh, Jack, dis-moi que je ne rêve pas. Il va falloir agir avec une précision du diable, Wang. 1, 2, 3. J'ai l'impression qu'on est piégé. Et une totale concentration. Grande sécurité. Ah oui. Prêt, Jack. J'étais prêt dans le ventre de ma mère. Bien joué, Jack. Eh bien, messieurs, à la bonne vôtre. Twinkios Century Fox présente Kurt Russell dans un film de John Carpenter. Les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin. Tout est dans le réflexe. Est-ce que tu as des choses à ajouter sur Non, sur bah, Jack je pense Burton? ça a été tout. Et voilà, pareil, on conseille aux gens, Ouais, si vous l'avez grave. vu, à se remater. Franchement, hein, c'est vraiment le rewatching de ce film. Il se bonifie avec le temps. À revoir au moins une fois par an, ça fait vraiment du bien. Et puis regardez la filmo de Ouais, Carpenter et évitez passage, les remakes. ouais. Évitez les remakes, voilà. Parce que... C'est vrai, j'ai oublié les remakes. évitez les remakes parce que voilà, c'est vraiment pas bon. Voilà. À part si peut-être je sauverais à la limite parce que je trouvais que c'était un peu, c'était bien, c'était The Thing, le préquel. Ah, j'ai pas vu. T'as pas vu? J'ai jamais osé. Ouais. Pas mal. J'ai C'est vu, pas mal. parce que j'ai vu le remake d'Assaut, ça m'a un peu refroidi sur. Ah oui. Ouais. Bon, voilà. Comme le remake de Fog. Ouais, c'est. C'était pas génial, ouais. Ah, c'est fou. Quel est ton troisième film? Alors mon troisième film, j'ai fait dans la simplicité. Je suis parti dans tout ce qu'il y a de plus récent. En fait, c'est pas si récent que ça, parce que putain, le temps passe quand même, ça fait 11 ans. Mais purée, The Raid 2 est sorti en 2014, mec, c'est fou quand même, ça fait déjà 11 ans. Putain, ouais, c'est vrai. Waouh. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ouais, C'est ouf quand même. Moi, J'ai l'impression qu'il est sorti hier, quoi. Il m'a tellement, les deux The Raid m'ont tellement choqué que j'ai l'impression que c'est des films que j'ai vus hier, quoi. C'est comme si je me réveille et je me dis putain, The Raid c'était quand même de la bombe, quoi. Je me parle encore comme si c'était au présent alors que pas du tout. Les années passent et c'était déjà il y a 11 piges, c'est un truc de fou. Et j'ai envie de le défendre un peu parce que je pense qu'il se fait un. Alors je pense qu'il a été aimé pour la plupart, tout le monde a apprécié, mais je pense qu'il se fait un peu plus fumer et je trouve qu'on le compare malhonnêtement et au premier. Parce que je pense que c'est deux films très différents mais qui sont dans la même continuité parce qu'en fait c'est le jour d'après, quoi. Tu vois, tout de suite on arrive, on voit Rama qui sort de la tour et on dit bon mon gars, en fait tu vas pas rentrer chez toi, tu vas être undercover et tu vas aller en prison. Tu vois, enfin c'est juste, il a une vie de merde le mec, quoi. Ouais. C'était juste après et moi j'ai kiffé l'opus, j'ai préféré je suis un des rares à avoir préféré le 2 que le premier. D'accord, ok. Et je peux comprendre parce que le premier, attention, hein, et je suis pas en train de le critiquer, mon gars, moi je suis parti de la team. Je suis dans le train depuis depuis la première bande-annonce. De The Raid. Et c'est un opus c'est un film qui est révolutionnaire, qui a marqué son époque. Il mérite largement son culte comme personne. Parce que s'il n'y a pas The Raid, il n'y a pas John Wick et il n'y a pas toute la bande là. Tu vois, je pense qu'ils ont frappé très fort. J'en ai que pour 2-3 mois. Tu devras pas chercher à savoir où je suis. Si on veut vraiment nettoyer cette ville en profondeur, faut qu'on frappe au sommet, qu'on fasse tomber ceux qui dirigent. J'ai besoin de toi dans mon équipe, que tu t'infiltres. Et après ça ?
frappé très fort. Et je sais pas si tu te rappelles, Jazz, t'as des bandes annonces comme ça qui te choquent. Moi, je me rappelle, j'avais téléchargé La Menace Fantôme avec QuickTime. Je sais pas si tu as eu QuickTime. Ouais, putain, ouais, j'ai eu la période. Je me rappelle, on l'attendait, on l'a téléchargé, j'avais pas internet, on est parti chez un pote, ouais. et on a attendu genre avec 2 heures pour voir Ready 30 Player, secondes. c'était Ready Player aussi. Ouais. Et en fait, c'était des trucs qu'on attendait, tu vois, et on n'avait pas la HD, on n'avait rien, mais on kiffait nos traces. Et là, en fait, moi, je me baladais sur Allociné, j'ai pas encore la DSL, et pareil, il y a un truc qui dit Festival de Sundance, ou je sais plus quel festival qui arrive, attention ce film. Et il y a l'affiche, je vois la tour, et en fait, sur la tour, il y a marqué genre, en anglais, film culte, vous allez prendre une patate dans la gueule, et je vois en fait Rama de dos comme ça, tu vois, héroïque quoi. C'est vraiment le mec, il a une stature de super-héros. Je vois, oh putain, oh, ça a l'air sympa ça. Je balance la bande-annonce. Oh, et juste la bande-annonce, ça m'a mis une patate avant d'aller voir le film. J'ai dit, mais c'est quoi ça? J'étais choqué, tu vois. Il y a des bandes-annonces comme ça qui te frappent autant que le film. Hein. Je me rappelle le premier teaser de Man of Steel. La première bande-annonce de 300. Enfin, je sais pas si Snyder il est fort pour faire des bandes-annonces, mais en tout cas, ce bâtard te met l'eau à la bouche. Et pareil, Gareth Evans, la bande-annonce du 1, comme je me rappelle même du jour où je vis la bande-annonce du 2. Et ça sortait de nulle part parce qu'il n'y avait pas beaucoup de promotion sur le cinéma de Gareth Evans, sur le cinéma indonésien. Et il n'y a pas beaucoup de. Je me rappelle, c'est en 2013 et c'était un mardi soir, je ne peux pas te dire le jour. Hein. C'était bien longtemps avant que le film sorte parce qu'il y avait un gros décalage. Je crois que le film est sorti en janvier en Indonésie et je crois qu'il est arrivé en juillet en France. Donc il y avait un gros décalage. Il était déjà. Et je pense que le film n'a pas marché d'ailleurs parce qu'il était déjà présent au téléchargement pratiquement dans ces eaux-là. Il y avait un de mes potes qui l'avait déjà vu. Et moi je lui dis non, il ne faut pas aller le voir, il faut garder ça pour la salle et tout. Je me battais et tout, mais ils n'ont pas écouté ces bâtards. Et dès que j'ai vu la bande-annonce là, avec Rama en prison qui frappe sur le mur là, purée, oh là là là. Et on n'est plus du tout dans le premier de The Raid. Et en plus, ça sort nulle part. Moi, je m'attendais pas du tout qu'il y ait un 2, tu vois. Ouais, mais non, mais oui, pareil. Hein. Ouais. Et je me rappelle ce soir-là, vu que The Raid avait déjà son petit culte, hein, ça faisait peut-être 2 ans que c'était sorti. Il y a pas mal de monde qui l'avait vu et ça avait cassé Internet. Je me rappelle, c'était sur Facebook à l'époque que ça se passait. Tout le monde en parlait, quoi. Ça avait tout pété, quoi. Et c'est courageux de la part de Gareth Evans parce qu'il part 2 ans plus tard, on n'en entend pas parler, c'est limite un projet secret. Et c'est très courageux ce qu'il a fait derrière parce qu'il a fait complètement autre chose. Il a fait vraiment il a retroussé ses manches, le mec, il a pris ses couilles, il s'est dit bah, je vais faire un truc plus gros, quoi. Je vais prendre des risques, tu vois. Il va frapper plus fort, il va mettre plus énervé, plus de budget, plus d'ambition. Tout est plus grand en fait, tu vois. Et c'est ça qui est un peu casse-gueule hein, quand tu fais ça et que tu viens du cinéma indonésien. Il n'y a pas un gros budget, mais le mec il va sortir de la tour, il va dire bon, mon gars, t'as vu la tour, tu vois. Et je vais tomber dans Jakarta. Jakarta, tu vois, t'as la tour, là, c'était un peu le petit huis clos. Mais on va se balader dans Jakarta, on va aller dans les entrepôts, on va voir les drogués, on va voir la petite canne à sucre en fait, où tu butes les gens, où tu balances les corps dans les étangs. Et tu vois qu'en fait, il n'y a pas que le parrain là, qui s'occupe de la drogue. Il y a un parrain qui est encore plus vénère, tu as la mafia japonaise, tu as un nouveau player qui arrive en ville, qui est là pour tout niquer, pour niquer la trêve, parce qu'il y avait une trêve en fait, entre une mafia japonaise qui était sur place et une mafia indonésienne. Et tout ça, ça dure. En fait, le film dure 2h30, mais en fait, il aurait dû durer 3 heures, parce que je sais pas si tu as vu les scènes coupées sur le Blu-ray. Parce qu'il y a une demi-heure de plus. Alors, j'ai pas développe un petit peu justement l'arrivée en prison de Rama, parce qu'en fait, il n'arrive pas tout de suite en prison. Le mec, en fait, il fait une grosse dinguerie pour arriver en prison. Et ça, en fait, il l'explique pas. Donc, en fait, on saute tout de suite cette case-là, parce qu'en fait, il dure un peu plus longtemps le film. Ah, j'ai pas vu les scènes coupées. T'as pas vu bah, en fait, il y a les scènes coupées où, en fait, quand Rama arrive dans une teau-bois, il fait une dinguerie pour se faire remarquer, et boum, il arrive en prison. Il faut qu'il se fasse remarquer directement par l'héritier qui est très, très ambitieux pour détrôner son père. Et voilà, enfin, je comprends que les gens, en fait, quand tu vas voir un film d'action, en général, bah, tu t'attends pas à ce genre de fraise, tu penses que ça va frapper tout de suite, mais là on est plus dans un toute proportion gardée, monsieur, hein, on se calme. On est plus dans le parrain que dans le film d'action bête et méchant où ça va se frapper comme je suis d'accord. Comme dans le premier où c'est très simple. Hein, le premier, il y a juste un enjeu, tu montes dans la tour, tu dois survivre. C'est un jeu vidéo. Tu dois arriver jusqu'au boss de fin. Voilà, c'était très simple. Mais là, en fait, le mec il est beaucoup plus ambitieux. Il essaie de raconter toute une histoire. Il essaie d'aller beaucoup plus loin que son objet premier, que le grand frère, et c'est tout aussi bien, et ça frappe encore plus, parce que c'est au niveau ambition de mise en scène, proposition, il y a beaucoup plus de choses, c'est beaucoup plus riche. Dès la première scène de patate dans la gueule, moi c'est une de mes préférées, et c'est une de mes préférées ever, c'est la scène des chiottes. La scène des chiottes, c'est un décor amovible hein, qui bouge, hein, parce que j'ai vu le making of, je sais pas si j'étais curieux. Mais putain, de Rama qui est dans les chiottes, tu vois, et c'est plus le même Rama en fait. C'est un Rama qui a level up, tu vois, c'est plus le même, un petit peu apeuré. Bon, il est pas là pour s'amuser et il a pas fait un sourire pendant 3 heures de film, pendant 6 heures de film.
Mais le mec, il est juste. Tu sens qu'il a pris du gabarit. Ouais. Il s'est rasé la teuté. Il est un peu plus cicatrisé. Je pense qu'il a appris aussi de sa première mission. Et là, le mec est beaucoup plus vénère. Et dès qu'en fait, t'as le petit verrou, là, tu sais, le petit détail, là, t'as le verrou qui tombe. Et tu sais qu'ils vont rentrer dans le. Les mecs sont 50 dans les toilettes, quoi. Ils sont 50 dans les toilettes pour le massacrer. Et en fait, il les fait rentrer 3 par 3, tu vois. Et il les fracasse, bon, jusqu'à ce qu'ils se fassent goumer. Et après, je te dis, il y a la scène plan séquence dans la prison, la boue. Oh là là. Moi, ce qui me, là où c'est hyper effarant, c'est quand même, c'est en 2014. On est en train de déjà se taper des merveilleries de merde. Il y a Fast and Furious qui est soi-disant le meilleur film d'action. On a plus grand chose. Et quand tu vois que ce mec arrive, il a pas beaucoup de thunes, mais il a plein d'idées, le gars. Et il se prend la tête quand je vois que de monter la scène de prison, c'est 2 semaines. Et quand t'as Joe Taslim qui parle de Fast and Furious 6, où la scène qu'il a tournée dans le métro, elle a duré juste 3 heures, tu vois vraiment l'ambition, quoi, tu vois. Tu sais que le mec, il est là pour nous dire, les gars, je vais vous faire kiffer. Je vais tout donner. Et je vais aller jusqu'au cut précis et tout. Tu vois la précision de la scène de tôle. En fait, même le mec, tous les petits détails. Moi, j'aime bien. J'aime pas que me faire surprendre par le fight. Moi, j'aime bien avoir peur. Et quand tu vois que tu sais très bien qu'il va se passer un truc chelou dans la prison, quand tu vois que le mec, il est en train de tordre, tu sais, le manche à balai, tu te dis putain, c'est chambé. Il le fait trop bien ça. Tu sais, à la gueule des mecs, à tout ce qui va se passer derrière et c'est juste c'est trop bien. Et dès qu'il sort, mission d'infiltration, tout le bordel, à un moment, je sais pas si tu te rappelles de cette scène où tu vois qu'en fait c'est un pauvre type Rama dedans, parce qu'en fait même Salah il le respecte pas, parce qu'il y a carrément des keufs qui vont l'agresser dans un resto et lui mettre des coups de couteau dans le cul, tu vois. C'est vrai, oui c'est vrai, ouais. Et des coups de chasse, vraiment, et en plus là-bas, tu sais, en fait c'est ce que j'aime. Gareth Evans, c'est un mec qui en fait lui il est pas fan de ce qu'il a dit dans une interview, il est pas fan de films d'arts martiaux, il aime ça, mais à la base lui il kiffe l'horreur. Et en fait, il a mêlé les deux. C'est un peu, c'est de l'action horreur en fait, parce que c'est hyper violent et la façon dont en fait, je me rappelle, il avait, j'ai vu quelques scènes, j'ai pas vu en entier ses courts métrages. C'était déjà ça, tu sais, les coups de chasse qui s'arrêtent plus, tu sais, avec la giclée de sang. Et bah, Red, c'est tout ça, tu vois. Et il y a pas de beauté esthétique comme dans un Bruce Lee. On parlait de la Fleur du Dragon, on parlait de Jackie, on parlait de ça. C'est vraiment du fight. C'est du brut. Plancher silat, très très près du corps, très rapproché, et avec la vitesse de Iko Uwais, qui va à une vitesse, mais c'est en fait c'est juste en fait moi je suis danseur, donc j'ai pas mal chorégraphié et j'aimais bien, moi, quand je dansais, quand je faisais mes passages au sol, mettre 3 frises, c'est 3 mouvements spectaculaires dans mon passage, pour que à chaque fois les gens fassent wow wow wow, et je finis hop propre, je sors et les gens ils applaudissent. Et ben en fait Rama c'est tu sais, une cadence en fait hyper musicale dans ce qu'il fait, et très près du corps, et ça j'avais jamais vu ça, tu vois. J'ai toujours vu des coups, bah on parlait de Scott Adkins et Van Damme, tu sais, des coups hyper esthétiques avec les fouettés et tout, et là c'était une autre forme de combat, tu vois. Il y avait faut rendre aussi hommage à Hong Bak, parce qu'il ramenait une autre forme de combat, et eux en fait ils prennent la suite avec le pont de Saxilat, avec un truc qu'on connaît pas du tout, avec un truc qui est hyper rapproché, qui est hyper mélangé, et ça s'enchaîne à 100 à l'heure, et ce que j'ai aimé aussi dans The Raid, c'est ce deux-là, pour dire que ça va plus loin, c'est un film de pirate, parce qu'en fait tu vois juste la scène. J'avais jamais vu une course-poursuite depuis Matrix Reloaded, hein. La scène de course-poursuite dans Jakarta, où t'as des petites GoPro qui passent de voiture en voiture, c'est pour te faire un petit plan séquence qui va bien, et t'as Rama qui est en train de se taper dans la voiture en même temps, et l'autre qui est en train de tirer, avec l'autre keuf infiltré qui est en train de tirer, qui te fait un gunfight. C'est de mettre tout au même niveau, sans couper la scène, parce qu'il y a toujours des scènes de fin de merde là où tu vois il y a 2 combats en même temps, où il y a 2 enjeux en même temps, souvent dans les films américains d'ailleurs qui font de la merde là-dessus. Ils te mettent la scène sur le même plan. Ils auraient pu couper les 2 scènes en 2, mais en fait ils mettent tout d'un coup, quoi, tu vois. Et jusqu'au climax, en fait le climax il est juste infini, parce que la scène elle dure trop longtemps, où t'as Rama qui a emmagasiné toute la merde, tu vois, de tout ce qui s'est passé là pendant ces 2 heures, et à la fin tu dis que le mec il est épuisé, et il prie dans sa voiture, parce qu'il dit en fait je crevais, quoi, mais il faut que j'y aille. Et dès qu'il défonce le garage, et dès qu'il arrive, et là tout s'enchaîne, mais c'est l'enfer en fait. Il se passe trop de choses, et les enchaînements, tu vois que le mec en fait c'est je sais pas comment dire, la Cosmo-énergie Senseiya, et en fait toute la force que Son Goku prend pour affronter Boubou à la fin, ou Freezer, bah, en fait c'est Rama, en fait il a tout emmagasiné, et il va se taper avec un checkpoint d'adversaires beaucoup plus stylés les uns que les autres, parce qu'il y a le mec avec la batte de baseball, la Batman, Hammer Girl. T'as le mec à la fin avec les chlasses hyper tordus et tout, qui se tape à 100 à l'heure. Et tu te dis en fait Rama non, il peut pas gérer ça, mais en fait il va le gérer, mais comme un boss, tu vois, mais il va gérer en souffrant. Il va s'en prendre plein la gueule jusqu'au bout, et il ira jusqu'au boutisme, et même jusqu'à la scène de fin en fait, qui est vachement émouvante, avec Nine Inch Nails, le son.
où en fait t'as les Japonais qui font face à lui et en fait il dit en fait je peux plus là, tu vois. Et ici il fait ça, tu vois, et le film finit sur ça avec la musique. Moi j'ai failli chialer, hein, c'est chef-d'œuvre hein, pour moi, hein, tu vois. Et je trouve qu'on est un peu dur parce qu'on compare trop au premier. Et je veux dire, il a quand même l'ambition quand même de faire un film qui est tout autre. Et en plus, il voulait faire un 3, ce qu'il avait dit, sur un truc qui n'a rien à voir avec Aiko, sur un autre personnage dans Jakarta, dans un autre quartier. Et malheureusement, on le verra pas. Mais bon, il a fait Gangs of London. Et moi, j'espère que s'il a vraiment des couilles, hein, si tu nous écoutes, Gareth Evans, parce que High Kick dans ton podcast, obligé que tu l'écoutes. Tout le monde l'écoute, mon pote. Donc, Gareth Evans, tu te fais traduire High Kick dans ton podcast, on te fait passer le message. Lis tes univers, lis Gangs of London avec ces bâtards de Jakarta. Voilà, lis les deux, ramène Rama dans l'embrouille de Londres, là, et qu'on fasse un truc Coupe du Monde des malfrats, tu vois. Coupe du Monde des gangsters, et vous les faites se taper, parce que je sais pas si t'as vu les fights, donc Gangs of London, c'est carrément d'autres fights maintenant. Il y a plus de. C'est fight bourrin, tu vois. C'est fight bourrin, c'est tout, c'est des têtes qui éclatent. Enfin, c'est pareil aussi dans. En fait, c'est vraiment la suite, entre guillemets, spirituelle de ce qui se passe dans The Raid 2, tu vois. Parce que là, t'es vraiment dans la rue, t'as plusieurs players, t'as plusieurs factions de mafia, et il a la même propreté d'écriture, en fait, pour ramener tout au même niveau et te faire flipper, parce qu'en fait, ça devient limite mythologique, tu vois. Les bad guys, ils sont tellement forts, ils font tellement flipper, t'as l'impression que c'est des monstres, en fait. C'est vraiment des monstres qu'on voit dans les mangas, souvent. Tu sais, qui sortent, tu sais, quand la meuf, elle est aveugle, mais je comprends qu'elle est aveugle, et elle se tape dans le marteau, elle est dans un métro en train de se friter, et t'as souvent ça dans les mangas où tu vois le mec qui sort de nulle part et qui va tout défoncer, et bah c'est lui qui le fait trop bien. Même dans Gangs of London, il sort des personnages, mais tu te dis mais c'est pas possible. Oui, il va chercher ses castings, un mec qui a des corps, un corps difforme, un gitan qui est en slip en train de se taper avec un hachoir de boucher. T'en as un autre là qui fait juste 2 mètres, qui attrape Sub-Zero d'un bras et qui le soulève. Enfin, c'est Gareth Evans, c'est mon gars, t'es master, et ça fait plaisir qu'il revienne avec Havok en avril. Là, on a Gangs of London la saison 3 et Havok. Ça fait plaisir qu'il revienne. Je pense pas. En fait, le mec, il a tellement fait du fort que je suis même plus exigeant. Je veux pas qu'il fasse mieux, en fait. Parce que je sais pas s'il peut faire mieux de ce qu'il a fait là. Avec ces 2 The Raid, en tout cas. C'est un truc de fou comment ça a inspiré tout le monde derrière. Et il a propulsé des simples Indonésiens qui faisaient du Pencak Silat, qui faisaient des danses traditionnelles dans Star Wars, dans les films, dans John Wick, dans des trucs que j'aimais dans Expendables. Expendables aussi. Oh putain, c'est dur. J'ai refoulé, t'es dur, Jazz. Non mais Iko Uwais, le problème c'est que il a une carrière internationale dure. Aucun réalisateur ne l'a respecté. Aucun. Je me souviens, c'était Peter Berg. Le film très mal. 22 Miles là, où ils avaient dit vous allez voir, il y a Iko Uwais, et c'est vrai, la bande annonce, elle est chambée. Tu te dis il y a du fight, ça va être cool. Quand tu vois le film, mais putain, mais toutes les scènes de Iko Uwais sont cutées. Il y a vraiment, et puis il est vraiment pas respecté dans tous les films dans lesquels il joue. Maintenant, il va se retrouver dans Skyline, quoi. Le mec, tu te dis non mais enfin, respecte. C'est mignon Skyline, mais c'est Skyline, quoi. Oui, c'est voilà, c'est ça. Voilà. Oui, voilà. C'est la Fangrio Exploitation. C'est pas facile. Voilà, et moi, pour te dire, The Raid, j'ai pas vu de bande annonce quand je l'ai vu au cinéma. En fait, je suis arrivé, alors je suis tombé sur un Mad Movies qui en parlait, et je m'étais dit ça peut être pas mal tout ça, mais je ne savais pas que c'était un film d'action, enfin un film de combat. Et quand j'arrive, c'est pour la fête du cinéma, j'arrive dans la salle, et je me dis mais c'est quoi cette dinguerie en fait? Je suis en train de voir mais un film de fou, enfin j'avais jamais vu ça. Et après je peux comprendre sur The Raid 2. En fait, The Raid 2, moi, je l'ai pas vu au cinéma parce qu'il passait pas à Bordeaux, où il passait, mais à des séances un peu bâtards. Ouais. C'est vrai qu'il avait une petite sortie. Hein. Putain, c'était. Et le seul reproche que je peux faire à The Raid 2, c'est la longueur. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve qu'il y a un petit problème de rythme, même si le film est vraiment génial, parce que tu sens que Gareth Evans, il se dit, bon, les mecs, vous avez vu The Raid, je vais vous donner un truc encore mieux. Et c'est vrai que quand tu vois, en fait, après il y a des gens qui chient sur le 2 et c'est un peu trop violent, et quand tu vois mais les films américains, t'as un film premier, regarde John Wick, le premier c'est la surprise, le 2 le mec il te dit vous savez quoi, allez on va faire 2 fois plus, quoi, c'est parti. Et The Raid, et là tu te dis mais The Raid c'est mieux, sauf que
The Raid 2, en fait, c'est mieux calibré. C'est-à-dire que le Bien mec sûr, il dit bon ben largement. voilà, je vais vous donner ce que vous souhaitez, mais en plus de ça, je vais vous mettre une histoire, je vais vous mettre des combats à gogo, et je pense qu'en fait, quand tu regardes le film, t'es pas prêt, mais t'es pas parce que je pense que si ça avait été un film, il se serait appelé autrement. Je pense qu'il aurait été un peu mieux reçu. Mais Ouais, bien comme sûr. c'était vraiment la suite de The Raid, tout le monde, en fait, au départ, tout le monde pensait que ça allait être un film, bourrin, action et tout ça. Mais en fait, The Raid 2, c'est un polar quoi à la base. Tu vois, c'est un Ouais, ouais, c'est polar le vrai polar, carcéral et puis après, bon voilà, Undercover ça part, keuf qui rentre. ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, ouais. Et puis après, t'as du fight et tout ça. Mais par contre, la scène de fin, enfin. Bah, C'est grandiose, fou. c'est magistral. Tu te dis, putain, mais ça fait Non, longtemps. vraiment, Et, chaud. C'est et la dernière fois que j'ai vu ça, une scène comme ça, c'est Life After Fighting. Où oui, tu vois le héros qui on est. parle bien une demi-heure non-stop. Ouais, et tu te dis, le héros, il est épuisé. Et ça se voit parce que l'acteur, en fait, Ouais. il joue bien. Il dit, ouais, putain, mais j'en ai marre, quoi. C'est bon. Ouais, il en peut On plus. arrête là. Tu te dis comment ça va finir. Bah, c'est pareil pour. Bah, c'est ça que j'aime, ces genres de personnages. C'est comment tout ce que tu peux encaisser, jusqu'où ça peut aller, etc. Parce que tu dis, il va crever, quoi. Il va Ouais, crever. oui, tu te dis, bon, bah, de Et toute t'es façon. attaché à lui. Tu veux pas qu'il crève. Parce que bon, là, sur Life After Fighting, il avait la petite nana. En plus, il se bat pour un trafic d'enfants. L'autre, c'est juste un gros FTP, etc. Et bah, l'autre, en fait, il a pas vu sa fille, quoi, son fils. Ouais. Donc, je sais pas, il y avait quand même. La meuf était enceinte à la base. Ouais. Et je crois qu'il a eu juste droit à un coup de fil comme ça, rapide, dans le 2. Mais voilà, tout ce qu'il veut rentrer chez lui et profiter de la naissance de son gosse, il peut pas, le gars, quoi. Il est bloqué, quoi. Il est bloqué, il en prend plein la gueule, l'adversité est de plus en plus hardcore et ça s'arrête jamais. Et non, c'est vraiment dommage parce qu'en fait, il a créé quand même un truc hyper légendaire et ça aurait pu aller plus loin sur cet univers qui était juste fou. En plus, c'est le dépaysement quand même. Jakarta, on n'a jamais vu. Hein. Moi, Oui, ouais. Mais c'est ça. Tu sais, c'est un peu comme On Back quand il est sorti. Oui, voilà. On connaissait pas ça fait trop, du bien, tu vois. Ouais, c'est tu vois, rafraîchissant. tu te dis, bon, bah ouais, c'est tout nouveau et tout ça. Et mais bon, là, ils ont tapé fort. Et c'est dommage, ouais, qu'il n'y ait pas de 3. Tu vois, vraiment, sur une autre histoire, sur ouais, ça aurait été une trilogie, quoi. Une bonne trilogie. Tu te dis, bon, bah. Après, j'avais vu une interview de Gareth Evans qui disait si un jour j'ai une bonne histoire, pourquoi pas. Mais je pense qu'il veut pas clôturer la trilogie en mettant un film, tu vois, avec une histoire basique. Non, tu sais, il veut vraiment que ça soit. Moi, j'ai bon espoir, ouais, qui conclue, parce que je pense que l'Indonésie l'aime, hein, parce qu'il l'a mis sur la carte du cinéma. C'est quand même lui qui a beaucoup aidé par ses films. Et, il y a carrément une descendance avec Timo D'Argento, je sais plus comment il s'appelle, j'ai oublié. Ouais. Il y a une descendance parce qu'il fait partie de la team aussi. Et, il a créé vraiment une ambiance où maintenant, je te dis, on parlait de Carpenter avec la Touch. Il y a une image du film indonésien maintenant. Tu vois, enfin, on sait qu'on est là-bas, quoi. On sait qu'on est là-bas et on sait qu'il y a une ambiance, on sait que c'est chez eux. Et voilà, c'est pas Hong Kong, c'est pas un film coréen, c'est un film indonésien. Et ça fait du bien, ça ramène beaucoup de richesse et ils arrivent à imposer leur culture. Moi, je vois les films en VO en plus avec leur langue, c'est vachement intéressant. Oui, de toute façon, The Raid est à voir en VO. Hein. Franchement, oui, j'ai pas testé la VF. La VF est quali, mais le film est à voir en VO. C'est vraiment parce qu'il y a un phrasé, il y a un rythme même dans leurs paroles et tout ça. C'est vraiment non, c'est vraiment extra. Ouais, c'est vraiment un film à voir en VO. Et peut-être que si Avoc cartonne sur Netflix, voilà, j'espère en tout cas on lui donnera des bons projets, quoi. Ouais, en plus c'est un mec quand même qui se, alors, je sais pas s'il se fourvoie ou pas, mais j'ai pas l'impression qu'il s'est fourvoyé dans un projet de merde ou dans un remake de The Raid ou dans un film de commande. Il a toujours fait des films qu'il aimait. Il avait fait un film d'horreur sur Netflix d'ailleurs qui était pas mal. Oui, ouais, on connaissait un peu sa touch. Le pasteur, c'est pas. Oui, c'est ça. Ouais, qui était un peu chelou, mais pas mal, tu vois. Il avait pareil, Gangs of London. Enfin, tu sens vraiment que le mec il veut retourner sur ses terres parce que c'est un Gallois à la base. Hein. On a oublié que c'était un Gallois, le gars. Il veut retourner un peu sur ses terres et faire son truc à lui et carrément ramener des super réals. En fait, il a travaillé avec Xavier Gans, Amaury Corinne et pas mal de mecs qui ont leur touch. Il a laissé le bébé sur la saison 2, mais tu sens que les mecs, en fait, ils ont vraiment poursuivi son travail. Tu vois même que Xavier Gans, quand il fait Farang, c'est très bien que c'est un. Xavier Gans, c'est l'enfant de Gareth Evans sur Farang, quoi. Tu vois très bien que. Il s'est inspiré en fait. Il est parti à bonne école. Il a fait une deuxième carrière, une deuxième formation grâce à lui, quoi. Donc, et tu sens que ça part d'un bon sentiment de mecs qui veulent se bouger et sortir de leur zone de confort et nous proposer du grand cinéma. Donc moi, je pense que ce mec-là, j'espère pour lui qu'il fera
qui fera pas Mel Gibson dans le dernier film avec l'avion et Mark Wahlberg et sa calvitie, tu vois. Non, par mais exemple. alors ça c'est un film. Il faut pas aller le voir au cinéma, messieurs. Non, mais en fait, tu vois quand même que le mec a fait Apocalypto, il passe à ça, c'est un niveau bien, quoi. Moi, je suis allé voir au cinéma, j'ai pleuré. Ouais, mais tu penses pas, enfin, moi, je Gary Fan, justement, je le vois pas comme ça. Je le vois pas se fourvoyer, il est jeune. Non. Je pense que voilà, s'il a une bonne histoire à raconter, j'espère qu'il nous la donnera. Et s'il peut Puis construire The Raid, c'est fou parce s'il que peut nous faire un univers partagé de Malfrat international, ça serait parfait. Parce ouais, que, ça peut être cool. là, Mais c'est plus européen, mais ce qui peut être cool, tu vois, enfin, qu'ils ont évité, c'est qu'à la base, ils voulaient faire un remake de The Raid. Oui, j'ai avec entendu parler. Franck Grillo. oh putain. Moi, franchement, Franck Grillo, je l'aime bien à cause de Kingdom. Ouais, Mais après, Franck Grillo au cinéma, des fois c'est mignon, mais c'est comme le film là, tu sais, Le Jour sans fin, façon action jeu vidéo. Je sais pas si tu l'as vu. Ah oui, je l'ai vu, ouais, je l'ai vu. Ouais, c'est mignon. C'est mignon, tu vois, parce qu'en plus il y a la daronade avec l'enfant à la fin, tu vois. Donc il arrive à me toucher, mais à un moment, faut qu'il arrête, quoi. Parce que lui, c'est quand même le nouveau Steven Seagal, quoi. À un moment, faut qu'il arrête. Je sais qu'en plus, il se training, hein, tu vois, que le mec, il va à la salle, il aime l'anglaise, il s'entraîne tous les jours. Il est pote. Il va avoir une nouvelle carrière là. Il est pote avec Hollywood, je lui dis à un moment, mec, waouh. Bah, il va avoir une nouvelle carrière là. Il joue dans Superman Legacy. Ouais, mais enfin, voilà, il a réussi quand même à s'incruster un peu partout, mais à un moment, mec, respecte-toi ou laisse-le. Il a quand même plus de plomb que Scott Adkins. Je trouve ça horrible, tu vois. Alors que c'est quand même. Ouais, qu'on doit mettre en avant, c'est bien Scott Adkins, quoi. Bah ouais, parce qu'en fait, Franck Grillo a eu un contrat avec Marvel, tu vois, c'est vraiment. Ouais, mais Franck Grillo, ouais, c'est le. Moi, j'aime bien cet acteur, mais j'ai jamais compris la hype. Mais j'aime bien. Ouais, mais c'est voilà, pas. Pour moi, tu sais, il est pas actionneur, tu vois. Parce que des fois, il fait des films. Il a une bonne droite, mais voilà, ça s'arrête là, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, je suis d'accord. Voilà, il mérite pas comme les autres, mais bon. Mais bon, voilà. Eh ben nickel. Voilà. Bah écoute, c'est 3 films vraiment excellents qui m'ont remonté plein de souvenirs à la surface. Donc ça, c'est trop cool. Yes. Et bah déjà, je vais te remercier parce que ça me fait vraiment plaisir de t'avoir dans l'émission. Franchement, c'était trop cool. Avec plaisir, c'est moi qui te remercie. Et on va répéter, où est-ce qu'on peut te retrouver? YouTube, Robé des Bois Chronicles. Je suis là il y a plus de 500 vidéos, il y a de tout. Il y a de la vidéo qui était pas très quali au départ. J'ai essayé de m'améliorer un petit peu. Le son était pas terrible au départ. Là, pareil, j'ai acheté un micro il y a 2 ans, donc c'est un petit peu mieux. Pas le top du top, mais on est toujours là. On essaie de faire du bon contenu. Et voilà, je suis reparti là 2025. Là, j'ai pas eu trop le temps de faire de vidéos, mais on va revenir. Tiens, je vais essayer de partir sur le film Life After Fighting et repartir sur l'action parce qu'il mérite. J'ai envie de mettre ce mec en avant. C'est exceptionnel, cette petite histoire. Tu vois, on a eu quand même la chance l'année dernière, parce que je te dis, on parle de The Raid, et c'est vrai que moi je pensais aux films d'action qui m'ont marqué. Il y a eu des bons films d'action, mais il n'y a pas eu des films d'action claquasse jusque l'année dernière avec Soi Cheng et City of Darkness et Life After Fighting. Et putain, c'est rafraîchissant, ça fait du bien, quoi. Ouais, ça fait du bien, même il n'était pas au même niveau, mais j'aime bien ce que fait Timo Argento avec Shadow. J'ai oublié. Oula. Shadow. Bon, j'ai oublié. Bref, avec les tueuses à gages, là, c'était pas mal, avec un petit univers ninja hyper codé. Voilà, ça fait du bien, mais je pense que ces 2 films, le Soi Cheng et le film australien, là, purée, ça. C'est pareil, c'est rafraîchissant. Tu dis jamais l'Australie, ils vont nous faire un truc comme ça, moi. Moi, j'avoue, c'est mon ami dealer de films pirate, mon pirate préféré, Jonathan Asia, qui m'a dit un jour, il m'a envoyé un petit lien, un fichier.com, il m'a dit tiens, cadeau. Alors moi, je m'attendais à un film asiatique parce que c'est Jonathan Asia, le mec, il est là, il est toujours là, il arrive à te sortir des films, jamais tu les verras de ta vie, tu sais pas comment il fait pour les voir. Et là, il m'a envoyé un cadeau, tu vois. Et je suis, il me fait, mate ça, tu vas kiffer. Je me suis mis le week-end, je suis, attends, mais c'est quoi ce truc de fou? J'étais choqué. D'Australie, mec. L'Australie, j'étais choqué. C'est le film qui ressemble à rien, qui aurait pu être une grosse daube. Mais tout passe bien, quoi. Même le petit truc de dojo que je kiffe, moi, je kiffe ce truc-là de training, de fraternité. Il y a tout, quoi. Il y a tout. En fait, c'est le Cobra Kai réussi, quoi. C'est le final Cobra Kai réussi. Vraiment, c'était chambé, quoi. Ah non, et puis ça a popé rapidement, hein. Ça a popé en mai 2024, et je me souviens sur les réseaux sociaux, on voyait une pauvre jaquette Life After Fighting, et tu te disais mais c'est quoi ce film, parce que en fait c'est la jaquette, elle est pas ouf et tout ça. Oui, tout tu vois vraiment, et en fait tout le monde disait non mais les mecs regardez, et Seb me l'a tanné, il m'a dit regarde-le, et moi je me disais ouais je vais le regarder, et puis bon au final franchement même dès la première scène de frappe sur la pelouse, tu dis la façon dont la caméra change d'angle, tu dis oh le mec il connaît. Le mec est fort.
Et Ouais, c'est clair. c'est le gros kiff. En plus, c'est un bon gars parce que j'ai vu qu'il a partagé votre podcast. Il a dit on est en France Ouais, grâce à votre ouais, podcast. Et il a partagé votre podcast. Sur que le mec, c'est un bon type, quoi. Tu vois, c'est un bon Ouais, gars ouais, et ouais. c'est le genre de mec que t'as envie de le voir plus, quoi. On a un peu parlé avec lui et tout ça parce qu'en fait sur Instagram quand il a vu qu'on avait publié un truc sur Life After Fighting, il nous a tout de suite envoyé un message en disant je sais pas trop comment le prendre, est-ce que vous avez bien aimé ou pas? Et après c'est Seb qui a pris le relais et en fait on a discuté avec lui et tout ça sur Bon et gars, donc, bon gars, le gars. Tu vois, franchement. ouais, franchement il a partagé tout ça donc c'était vraiment cool, hein. Non, franchement, j'espère que ça va marcher pour lui et qu'il nous en fera d'autres parce qu'il a une bonne équipe de cascadeurs, il a une bonne équipe de réal. Il est en train de lâche pas réaliser la son fête, second film, ouais. Donc, non, il mérite. C'est vraiment un petit chef-d'œuvre. Non, on a été gâtés l'année dernière. Franchement, les deux là, c'est des deux des plus hauts films de l'année. J'ai vraiment kiffé sur ce style. Bah, cette année, t'auras Karate Kid et Ballerina. C'est pas mal. Oh, putain. Dans l'univers John Wick, je peux plus. Je lâche l'affaire. J'ai été jusqu'au bout. J'ai été gentil. J'ai été jusqu'au bout. J'ai encouragé le 4. En plus, ça se passe chez moi, à Montmartre là. J'ai kiffé la scène et tout. Même si c'était un peu abusé le 4. Et moi, ça s'arrêtait là, c'était très bien que ça s'arrête là. Et le spin-off série, ça n'a pas fonctionné sur moi. Et Ballerina, ça n'a pas fonctionné sur moi, sûrement. Mais en tout cas, Avoc, ça fait plaisir. Voilà. Ouais, Avoc, ouais. Mais le problème, c'est, moi, j'ai besoin du film en salle. Heureusement qu'il y avait le Soul Chain, City of Darkness en salle. Ça m'a fait du bien. Il y a Creation of God aussi qui est sorti, il faut que j'aille voir. Oui, exact. Plus de comédie, grâce, et plus de films d'action en salle. On demande à UGC, s'il vous plaît, de programmer ça, parce que moi, franchement, je soutiens le cinéma français, je soutiens le cinéma RSC, tous les projets, etc. Je vais les voir, les films oscarisables. Je joue le jeu. Je vais même jouer le jeu du brutalisme pour comprendre un peu la hype autour. Okay. Alors, je sais que c'est pas kiffé, mais les gars, pour nous récompenser, mettez-nous bien, quoi. Moi, j'en ai marre de voir ces gars-là sur une plateforme, quoi. Ça mérite une autre sortie, quoi. Je suis bien d'accord. Eh bien, écoute, c'est trop cool. Nous, chez iKick, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode de iKick dans ton podcast. Et puis, dans 15 jours, avec un autre épisode de iKick dans tes films. Bref. Et puis aussi, vous pouvez nous rejoindre aussi sur YouTube. Voilà, il y a des lives, il y a un peu de tout qui se passe sur YouTube. Donc, mettez la cloche. Et puis, Jazz, j'ai oublié de promouvoir le podcast de mon pote et moi, Mvust, Ma vie est une série télé. J'ai oublié, parce qu'on est sur un podcast, donc de podcast à podcast. Allez voir aussi Mvust, on est là tous les mois. On parle de série télé avec mon ami Fidel Gas, l'original bâtard, qui fait des montages de fou furieux. Il fait un boulot au niveau montage. Je lui dis arrête de te prendre la tête à faire des montages de malade comme ça, mais il y reste des heures, inclus de musique, de voix. C'est de mieux en mieux. Et franchement, juste pour lui, pas pour moi, mais Fidel le mérite. Il a fait aussi L'Entre du bâtard. Il est parti en solo faire L'Encre du bâtard où il parle de sujets musicaux, sociétaux, il fait des interviews. Tiens, je vais peut-être faire une passe décisive pour Jazz parce qu'il a plein de trucs à dire. Jazz, et c'est bien qu'il fasse une petite interview ciné ou série parce qu'il est très bon pour faire remonter les sentiments. Il a fallu me faire chialer la dernière fois, il m'en a fait une. Et je conseille Fidèle, voilà. Eh ben écoute, carrément. De toute façon, on mettra les liens sur le podcast, avec plaisir. sur la page du podcast, et puis carrément. Mais c'est l'invitation. Tu viens quand tu veux, mec. Voilà. Merci beaucoup. Sur le podcast, voilà. Et ben les gars, on vous dit ciao et puis à la prochaine. Peace. Allez, salut. Je connais le kung-fu. Prouve-le-moi. 4e 4. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups.